Hello tout le monde! Je suis super heureuse de vous accueillir dans ce tout nouvel épisode de podcast très spécial parce que je suis en compagnie d'une sommité dans le domaine de l'accouchement, Dr. Malika Morisset Bonapace. Allô Malika! Allô, Anne-Josie! Ouh, une légende! Moi, je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui puis de partager ce moment-là. Quel bonheur! Je suis très heureuse de t'accueillir. Puis aujourd'hui, on a un magnifique épisode aligné devant nous. On va discuter de plein de sujets, en fait. Cet épisode-là s'adresse aux couples. Donc, si tu es enceinte en ce moment, c'est pour toi et c'est aussi pour ton partenaire. Aujourd'hui, avec Malika, on va discuter justement de l'importance de la préparation des partenaires. Qu'est-ce que nos partenaires peuvent faire pour nous accompagner? Puis quand je dis partenaire, peut-être que toi, tu es une maman en solo, tu as choisi de marcher vers la maternité, un projet que tu avais vraiment qui te tenait à cœur. Et si tu n'as pas un partenaire ou une partenaire, tu peux te choisir une personne qui va devenir dans le fond, ce pilier, un partenaire avec toi, que ça soit ta maman, une amie, quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, là, qui est comme une sœur pour toi, puis qui pourra vraiment, quand on va parler du partenaire tout à l'heure, prendre le rôle de cette personne-là. On va parler de tout ça, on va parler de physiologie de l'accouchement, on va vous expliquer toutes sortes de petits trucs, de méthodes, d'éléments qui peuvent faire toute la différence, en fait, pour améliorer. C'est toujours ça notre objectif, nous, dans la vie, de vous aider à améliorer votre expérience de naissance. Donc, Malika, qui de mieux placé que toi pour avoir cette jasette-là? Malika, si vous la connaissez pas, vous devez la connaître, mais quand même, écouter, je me sens tellement privilégiée de t'accueillir. Donc, Malika, tu es docteur en psychologie, spécialisée en psychiatrie périnatale, et ta maman, Julie Bonapace, qui est une chercheuse dans le domaine de la gestion non pharmacologique de la douleur. Ta maman, elle a vraiment aussi fait des années, des décennies de recherche dans le domaine de l'accouchement, de la préparation à l'accouchement. Et ensemble, en fait, vous êtes derrière la méthode Bonapace. Donc, pour moi, la méthode Bonapace, c'est un incontournable pour tous les couples et on va aussi en parler. On va en parler. Je tiens à dire que vous avez aussi écrit un livre, Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace, et c'est un livre qui a été traduit en 5 langues. Donc, Malika et ta maman Julie, vous êtes partout. Vous avez rayonné dans plus de 25 pays pour parler d'accouchement, pour accompagner. On va parler de couple aujourd'hui, mais pas juste les couples. Vous accompagnez aussi les professionnels dans le domaine de la périnatalité, donc des professionnels de la santé qui côtoient des femmes enceintes. Exactement. Oui, on travaille à la fois avec les professionnels de santé, donc anesthésistes, obstétriciens, médecins accoucheurs, sages-femmes, infirmières obstétricales, euh, auxiliaires de puériculture, puéricultrices, toute la batterie vraiment officiellement dans le monde de la santé, mais aussi tous les passionnés de la périnatalité. Puis ça veut dire les douleurs, les massothérapeutes qui font de la périnatalité, les acupuncteurs, tout ce reste de groupe-là qui veulent soutenir les femmes, les familles, les couples et les bébés dans cette transition très importante. Oh mon Dieu! Pour vrai, Malika, moi, je crois sincèrement, et si vous êtes un professionnel en ce moment, si tu es infirmière ou que tu travailles que tu as des contacts dans les hôpitaux, moi, honnêtement, mon rêve, c'est que toutes les institutions, là, tous les hôpitaux au Québec, là, je suis au Québec, là, je parle du Québec, mais partout au Canada aussi, j'ai habité à d'autres endroits aussi au Canada, partout dans le réseau et à l'extérieur du Canada, parce que de toute façon, vous déployez, vous donnez des formations à l'international. Mon Oui. rêve, ça serait que tous les professionnels, médecins, gynécologues, infirmières, puis tous ceux que tu as nommés, mais vraiment, nous, dans les institutions, que tout le monde soit formé, certifié avec la méthode Bonapace. Je crois sincèrement que ça changerait complètement le type d'accouchement, que ça changerait positivement l'expérience des parents si tous les professionnels étaient formés là-dedans. Donc, criez-le sous tous les toits, parlez-en à vos professionnels, demandez-leur s'ils sont certifiés dans la méthode Bonapace. Moi, je crois que ça part, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif de se conscientiser à hey, qu'est-ce que ça prend pour qu'un accouchement se passe le mieux possible? Oui. Collectivement, en se conscientisant à ça, des fois, on voit qu'il y a des choses qui sont pas optimales dans le système. Travaillons là-dessus, Exact. ensemble, sans nommer, pointer, se chicaner, mais plutôt se donner le pouvoir de dire, hey, 2 secondes, est-ce que moi,
je suis suivie par un professionnel, tu sais, à mon médecin, est-ce que vous connaissez cette méthode-là? Savez-vous que vous pouvez être certifié? Tu sais, d'avoir cette discussion-là Mhm. pour élever tout le monde. Parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les couples, les bébés, puissent avoir la meilleure expérience Absolument. ever pour chaque naissance. Puis ça Puis, part. Ouais. on le voit que les changements s'opérationnalisent. Tu sais, souvent, on a comme deux espèces de discours. Les parents vont dire oui, mais tu sais, il y a des problèmes avec le système. Puis le système va dire oui, mais c'est pas tous les parents qui veulent. Mais ce qu'on Right. voit, c'est que tout le monde a des responsabilités. Puis ce qui fonctionne vraiment bien, puis ce qu'on voit fois après fois, il y a beaucoup de professionnels qui se tournent vers nous parce que les parents sont allés cogner à leur Exact. parce que les hôpitaux qui décident de faire la formation, parce que ça arrive des fois l'hôpital qui veut se faire former au complet par nous. Yes. Puis quand ils font ça, ben c'est littéralement parce que j'ai un exemple en tête d'une maternité en France qui était c'est une clinique privée donc très interventionniste. Il y avait 3 hôpitaux sur cette ville-là. Puis les 2 autres hôpitaux avaient été formés par nous au complet. Fait qu'on disait, qu'est-ce que vous... Tu sais, eux autres, il y avait un taux de péridurale à 97%. Fait qu'on disait, qu'est-ce que vous... Comme, pourquoi vous venez nous chercher, tu sais? Puis les administrateurs avaient dit clairement, ben là, on a un gros problème parce qu'il y avait beaucoup de professionnels de la santé qui préparaient les parents à la méthode aussi. C'était une ville qui était vraiment... c'est une ville qui est complètement remplie de nos enseignements. Puis Yeah. il disait, les parents, ils veulent avoir des professionnels qui sont formés de manière cohérente, puis on perd tellement de clientèle que là, on n'avait pas le choix là, d'être obligé de faire quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on est venu vous chercher. Fait que tu sais, ça, Yes. c'était un monde obstétrical qui était pas particulièrement ouvert à la physiologie ou il y avait pas de pôle physiologique dans cette maternité-là, il y avait pas de désir de faire une salle nature, il y avait pas de tout ça, mais le choix des femmes où elles enfantaient, ça avait quand même un impact. Et voilà. Puis, ouais. Puis l'autre élément que je voulais soulever aussi, dans les années 90, donc il y a quand même assez longtemps de ça, Julie a formé un hôpital au complet ici au Québec. Puis ça a été, et je pense que c'est encore à ce jour, l'hôpital au Québec qui a le plus bas taux de péridurale. C'est quel Fait hôpital? que c'est l'hôpital de Bromy-Sisquois-Perkins. Nice. Ouais. On vous Puis, salue si vous êtes là, vous êtes oui, hot, on vous exactement. aime. Puis je pense que ce qui est vraiment chouette de découvrir ça, c'est que tu sais, même si ça a été une formation à toute la maternité au complet, mais ça reste une formation dans les années 90. Ça fait des petits parce que la culture, la mentalité de l'environnement à proprement dit change. Puis là, ça, on tolère ça, puis ça, on l'enseigne, puis ça, tu sais, il y a une espèce de processus au long cours qui s'opérationnalise. Quand on sature un milieu, ben tu sais, ça se maintient beaucoup mieux dans le temps. Fait que, ben moi, je partage ton rêve, Anne-Josée, Pour vrai? absolument. Ben, moi, c'est ça, tu sais, même quand j'accompagne mes clientes, tu sais, avec mon programme Grossesse heureuse, il y a beaucoup de conscientisation, de savoir qu'est-ce qui s'ouvre à nous, de comprendre les choses, de s'outiller, de se préparer vraiment avec des ressources qui nous amènent dans une compréhension de notre corps et dans le fond, de se rappeler comment que ça marche, parce qu'on a un petit peu perdu ces savoirs-là. La Absolument. vérité, c'est que quand on y revient, on est comme OK, mais on est conditionné profondément dans plusieurs cultures autour du monde à différents degrés, hein, parce que d'une place à l'autre dans le monde, il y a des pratiques différentes. C'est ça aussi, des fois, qu'on se rend compte quand Absolument. on s'ouvre les yeux puis on regarde les voisins, ce qu'on prend pour acquis qui est correct ou normal, c'est pas nécessairement la chose que notre voisin fait. Et là, ça ouvre le discours de OK, mais c'est quoi vraiment qui est le mieux ou normal ou bon ou mauvais? Puis je pense que comme de revenir à l'élément clé de base qui est comment ça fonctionne un accouchement et comment on peut, ben, une grossesse, la physiologie, tout ça, tout ce qui entoure la naissance d'un enfant pour qu'on puisse le soutenir. Pour moi, c'est de mettre en contact mes clientes avec ces ressources-là. Donc, c'est pour ça que, tu sais, même avec mon programme, je recommande toujours de suivre 2, 3 formations pour aller plus loin, pour comprendre, pour avoir des trucs complémentaires qui vont vraiment nous amener loin dans notre préparation. J'ai le goût de lancer le bal avec une question, en fait, parce que j'ai eu une discussion avec ma coiffeuse, parce qu'en plus, on s'est parlé, j'étais chez ma coiffeuse, donc là, j'ai des beaux cheveux tout doux. Tu sais, que les petits produits qu'ils mettent dans les cheveux, c'est tellement doux, puis ça sent tellement bon.
Puis je jasais avec ma coiffeuse, puis elle est exceptionnelle, cette femme-là. On a toujours des super discussions, puis on parle souvent d'accouchement parce que, ben c'est ça, c'est un de mes sujets préférés, entre autres. Puis on parlait justement de certains regrets qu'elle avait par rapport à ses accouchements, puis on parlait aussi de qu'est-ce qu'elle ferait différemment maintenant que si, mettons, elle avait un autre enfant. Puis on avait toutes ces discussions-là, puis je me suis rendu compte parce que aussi elle a des gens autour d'elle qui sont enceintes puis qui sont comme en début, qui savent comme pas trop. Puis j'ai le goût de te poser la question, Malika. En fait, la plupart des femmes enceintes, puis moi, ça a été mon cas aussi, je vais même parler de mon histoire, mais la plupart des femmes enceintes, quand on tombe enceinte, on se dit, je vais appeler mon médecin, comme ça, je vais avoir un rendez-vous, je vais me faire suivre. Dans le fond, quand on tombe enceinte, on pense tout de suite médecin, suivi médical, accoucher à l'hôpital. Pour la plupart, là, il y a du monde qui ont appris autre chose puis qui savent qu'il y a d'autres éléments aussi, mais je dirais globalement, il y a un très grand pourcentage de femmes et de couples qui vont simplement tout de suite se dire, ben oui, j'appelle à l'hôpital. Moi, j'ai une question, en fait. Mettons, là, la maman est enceinte, elle vient de tomber enceinte, puis elle se dit, il y a d'autres places où ce que je pourrais donner naissance. Hey, donner naissance à la maison, oh my God, ça, là, c'est domaine wild. Ou maison de naissance, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça, ou j'en ai entendu parler. Mais j'ai comme l'impression, dans mon conditionnement profond, sans savoir que c'est un conditionnement, je prends pour acquis que c'est plus sécuritaire de donner naissance à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que tu répondrais aux familles qui s'en vont donner qui pensent sans nécessairement avoir mis de l'avant de préparation parce que honnêtement, je crois sincèrement que le lieu de naissance, c'est quelque chose qui se choisit. Je vais jamais dire tout le monde devrait donner naissance à la maison, tout le monde devrait donner naissance à l'hôpital. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une décision qui mijote en soi et qu'on prend éventuellement au bon moment pour nous. Ça peut changer, notre idée peut changer en cours de route au fur et à mesure qu'on découvre des choses, puis qu'on apprend des choses, puis que notre situation, notre contexte évolue. Donc, le choix, pour moi, le choix. Mais c'est qu'il y a beaucoup de familles que c'est pas nécessairement un choix, mais c'est comme une option, on va dire, qui se fait. C'est juste, ah ben oui, j'attends un enfant, je vais donner naissance à l'hôpital. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que donner naissance à l'hôpital, c'est une décision plus sécuritaire que donner naissance, mettons, avec une sage-femme à la maison ou peu importe? OK. Fait que je vais adresser cette question-là avec deux différents pas. La première chose, c'est que je vais adresser la notion du choix. Puis le choix, c'est quelque chose dans la méthode Bonaparte qu'on prend de manière hyper au sérieux. Puis autant quand on travaille avec les parents que quand on travaille avec les professionnels de la santé. Parce que dans le monde de l'obstétrique, c'est une des spécialités où on n'a pas le choix éclairé facile, puis on a ce qu'on appelle dans le domaine le consentement par défaut. Le consentement implicite, on prend pour acquis que si tu viens me voir, tu sais ce que je vais faire, puis tu acceptes ça. Alors que, règle générale, on a besoin de donner son consentement explicite. Puis le consentement, il doit être à la fois libre et éclairé. Donc, libre, ça veut dire qu'il faut que je sente la possibilité que je peux toujours dire non à tout. Beaucoup de femmes ont jamais même entendu qu'il était possible de refuser une recommandation ou une intervention qui lui est proposée. Souvent, même parce que c'est la manière avec laquelle les professionnels vont l'adresser, on a pris la décision qu'on allait te déclencher mercredi. Fait que ça donne... Genre, là, on va t'insérer un cathéter. Tu sais, je parlais justement avec une amie, puis elle me disait, moi, j'avais des contractions, puis là, j'arrive, puis là, ils voulaient m'insérer un cathéter, ils m'ont piqué tout partout, c'était hyper douloureux, mais c'était ça, eux autres. C'était ça comme la chose à faire en fonction de où ce qui s'en allait, mais il n'y a pas eu de consentement, c'est juste, on va te faire ça. Exact. Fait que pour que le consentement, il soit libre, il faut que la femme, d'abord, soit au courant qu'elle peut refuser. Mais pas juste ça, il faut qu'elle sente qu'elle puisse refuser sans préjudice. Parce que sinon, il y a une pression. Puis donc, c'est un consentement qui n'est pas libre. Fait qu'on explique ça. Puis souvent, les professionnels, ils vont se gratter la tête puis ils vont dire « Attends, Malika, quoi? Il faut que j'aille recueillir un consentement pour toutes les interventions que je fais sur tous les protocoles. » Bien là, j'ai pas assez de temps dans ma journée pour faire ça. Comme j'y arriverai pas. T'sais, on a un système qui est pas particulièrement guiré pour être capable. C'est sûr que si tu as un rendez-vous de 15 minutes avec ton obstétricien, 15 minutes, c'est 15 minutes, là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que ça rentre au poste
le plus que la femme, c'est pour ça que je pense que dans le monde hospitalier, on les appelle des patientes, parce qu'on veut qu'elles patientent, qu'elles se remettent à l'équipe, parce que quand une bonne patiente, c'est une patiente qui est docile, qui accepte sans trop poser de questions, qui fait pas trop chier, tu sais. Une patiente qui est pratique, mettons, parce que dans le fond, Oui, ça te demande pas trop de temps, puis t'as pas trop à débattre de ton point, mais en même temps, on oui, s'entend que oui, c'est pas parfait. Puis, c'est important pour moi de le dire, parce que moi, je travaille beaucoup avec les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, là, ça leur fait pas tant plaisir, ça, hein? C'est pas ben, ce qu'ils préféreraient. qu'est-ce que tu veux Les... dire? Dans le sens où ils sont comme déchirés, ils sont comme pris entre l'écorce puis l'arbre tout le temps. Il y a une portion d'eux qui veulent être qui ont des super bonnes intentions, qui veulent être au service des femmes, Prendre qui soin. veulent donner, oui, prendre soin, qui veulent Ouais, redonner le pouvoir aux femmes, qui veulent ouais, comme il y a beaucoup, 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 la grande majorité des gens qui œuvrent dans le milieu hospitalier du bon ou dans cœur. le milieu périnatal, c'est Ouais, avec ces super belles intentions-là. ouais, Sauf que le problème, c'est quand vient la pression du système ouais. où j'ai 6 femmes en travail en même temps. Ben oui, OK, je veux bien, là, mais tu peux pas te séparer en 6, tu sais. Il est quand même démontré assez clairement dans la littérature scientifique que le modèle le plus sécuritaire pour accompagner la naissance, c'est un modèle qui est en 1 pour 1, un Mmh. professionnel de la santé qui a fait un suivi qu'on appelle global, qui a connu cette femme-là pendant toute la grossesse, qui va être là en postpartum, donc qui est capable de faire des liens entre ce qui s'est passé pendant la grossesse, à l'enfantement puis en postpartum, hein, et qui est présent aussi pendant la naissance. Puis des fois, c'est des équipes. Fait que des fois, c'est, tu vois 2 ou 3 personnes pendant tout le temps, puis c'est une de ces 2 ou 3 personnes-là au maximum qui va être là le jour de la naissance. Ça, c'est ce qu'on sait qui est le plus sécuritaire. Puis aussitôt qu'on dévie de ça, on diminue le risque on diminue le niveau de sécurité, on augmente le risque Incroyable, hein? de mortalité puis morbidité materno-fétale. Fait que ça, c'est bien. Là, c'est pas moi qui dis ça. Là, ça, c'est des études qui sont super clairement établies sur le modèle qui permet que ça se passe bien. Fait qu'ici, au Québec, ben, c'est pas le modèle qu'on emploie par défaut. C'est un modèle qu'on appelle segmenté, où il y a des professionnels qui sont en milieu hospitalier qui sont là à l'accouchement, puis des professionnels qui sont là à l'extérieur du moment de l'accouchement. Fait que ça, en faisant ça, en n'ayant pas du 1 pour 1, ça fait en sorte que les professionnels sont pris dans des espèces de presse. Ils sont vraiment pris entre leurs filaires. Ils veulent s'occuper au mieux possible des femmes. Puis de l'autre côté, ils sont pris dans des questions de temporalité. Ils peuvent pas se De séparer logistique. de Ouais, logistique, ouais, de demandes administratives qui ne ouais. font qu'augmenter. Right. Fait que ça reste que c'est super difficile. Fait que quand je forme, j'ai une infirmière québécoise qui me vient en tête qui a suivi la méthode il y a vraiment pas longtemps. Puis elle disait, tu sais, je peux pas voir comment j'arriverais. C'est beau, là, mais tu sais, tu nous racontes ça, le consentement libre et éclairé sur le cathéter, par exemple. Elle dit, écoute, quand moi j'en ai plein qui arrivent, là, il faut que ça rentre au poste, là, il faut que je les pose, les cathéters, parce que comme, Ou pas, tu sais. ouais. Mais c'est C'est-à-dire que c'est protocolaire. Tu sais, exact. faut remettre en question aussi les protocoles. Parce que on s'entend que, on va en parler aussi, là, mais Mhm, quand on regarde pour que l'accouchement se passe au mieux, mhm. ce qu'on veut, c'est interférer le moins possible avec le corps de la femme, avec le processus physiologique, parce qu'à chaque fois qu'on interfère, on a un impact négatif sur toute la symphonie hormonale à l'interne. Sauf que ça, on le sait pas, Anne-Josie, tu comprends? Tu sais, souvent, je vais dire On dans s'en la rend pas compte. Ouais. formation, ben non, c'est ça. Souvent, je vais dire dans la formation, tu sais, parce qu'il existe quand même, pas toujours, mais règle générale, une certaine animosité entre le monde hospitalier puis les doulas, par exemple. Puis je vais souvent aider à traduire, comme je vais vous aider à comprendre pourquoi c'est si difficile entre ces deux groupes-là. C'est que dans le monde professionnel hospitalier, puis c'est la question qu'on me pose fois après fois, mais Mali, pourquoi on nous a jamais formés à ça? Pourquoi on parle? Pourquoi l'obstétricien est au courant de tout le processus hormonal euh, pour la contraception, pour la ménopause, connaît toutes ces choses-là? Le gynécologue, c'est sa spécialité, là. Il fait de ça. Mais, mais dans le contexte de l'obstétrique, pendant l'enfantement, c'est comme si là,
ah, soudainement, les hormones, c'est plus important. Alors que On c'est comprend l'intervention et non comment soutenir les hormones. Oui. Oui, exactement. Alors que c'est comme une pierre angulaire. Les hormones, c'est super important à comprendre. Fait que moi, j'ai des professionnels de la santé qui me disent comment ça, je suis pas au courant? Pourquoi on m'a pas formé à ça? Puis là, de l'autre côté, on a les douleurs qui ont principalement une formation basée sur la physiologie de la naissance, puis basée sur une bonne compréhension hormonale, puis de l'impact de l'interférence sur le déroulement spontané. Fait qu'on a deux paires de lunettes complètement différentes. Tu sais, moi, j'ai un obstétricien qui m'a déjà défini l'accouchement, c'est une série de catastrophes à prévenir. C'était ça la définition Aïe, de aïe. qu'est-ce qu'un accouchement. Oh, Fait que, pas bien, là. tu sais, si tu pars Oh, avec ces pas bien. lunettes-là, c'est sûr Ouais. que tu es rempli de peur. Ouais. Puis tout ce que tu veux faire, c'est intervenir pour prévenir qu'il y ait une catastrophe. Puis le problème, c'est que là, en ayant une absence de formation sur la physiologie de la naissance, tu tires littéralement dans le pied parce que tu fais des interventions qui causent des problèmes, qui confirment ton biais que l'enfantement, c'est vraiment dangereux, puis une Exactement. chance que j'étais là pour réparer la merde. Ouais. Mais cette merde-là, c'est pas dit qu'elle serait arrivée si on n'avait pas fait cette interférence-là de manière initiale. Puis c'est pour Absolument. ça que beaucoup des professionnels, quand ils suivent la formation, ils vivent des gros chamboulements émotionnels parce qu'eux autres, ils ont des intentions Toujours pas. hyper positives. Ouais. Ils veulent s'occuper des femmes, puis ils veulent bien le faire. Puis il y a une absence de compréhension de comment soutenir la physiologie de la naissance parce qu'ils n'ont jamais été formés à ça. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, je pense, qui perpétue le mythe de la femme qui se dit faut que je sois à l'hôpital au cas où qu'il arriverait quelque chose parce qu'on le sait, Exact. toi et moi, la fameuse cascade d'intervention. Là, je suis contente parce que je vois de plus en plus de contenu passer sur les médias sociaux, entre autres sur la cascade d'intervention, comprendre qu'à chaque fois qu'on se met les doigts là-dedans puis qu'on joue dans qu'on interfère avec les processus physiologiques de l'enfantement, à chaque fois, ben on interfère puis on vient. Moi, j'aime voir ça comme une orchestre, le chef d'orchestre, tout le monde joue. Puis là, tu prends le violoniste puis tu le crisses à terre, ça va débalancer un petit peu l'affaire là. Ben à chaque fois qu'on interfère, c'est comme si on vient vraiment de grandement brimer un des joueurs, un des membres de cet orchestre-là. Donc pour moi, ça va de soi que quand on comprend ça, ça fait une grosse différence, sauf que ça reste que dans notre psyché moderne, à l'ère moderne, il y a un grand conditionnement parce que exactement comme tu as nommé, on s'en va à l'hôpital, il y a beaucoup d'interventions en amont, avant d'en avoir besoin, juste au cas où qu'on ait besoin. On parlait du cathéter, se faire piquer quand t'en as pas de besoin, non merci. Pas avec ça. Entre autres, mais il y a plein d'autres choses aussi qui sont imposées aux femmes, comme des déclenchements, des trucs comme ça, en amont, pour prévenir que quelque chose de mal se passe. Mais pourtant, après ça, il y a des choses qui se passent parce qu'on vient de prendre le chef d'orchestre puis de le pitcher dans les airs. Mais là, tout le monde est mêlé puis ça marche plus, là. Puis là, ben, ça cause plusieurs autres, on va dire, les fameuses catastrophes. Puis là, une chance qu'on était là parce qu'on a fini en césarienne d'urgence, puis sinon, je serais sûrement morte si j'avais été à la maison. En oubliant ou en ne sachant juste pas que la raison pourquoi ça l'a si mal viré, c'est parce qu'on est allé interférer avec la symphonie hormonale, puis on a tout fait fucker la patente. Puis là, on a fini avec une grosse problématique qu'on a récupérée grâce à la technologie, mais on l'a créée. C'est comme si je te pitche dans le fossé, puis après ça, je m'en vais te chercher, puis tu me dis « Hey, merci de m'avoir sauvé du fossé. » Yo! C'est moi qui t'ai pitché dans le fossé. Je suis content, tu sais, t'es content que je te sauve, mais idéalement, ça aurait été mieux que je te pitche pas dedans. Mais ce qui est difficile, c'est que quand la personne qui t'a pitché dans le fossé faisait tout ce que cette personne-là te disait, c'est « Je vais m'assurer que tu restes sur la route. » Ouais. Puis tout ce que je fais en ce moment, j'ai la certitude, moi, puis je te communique cette certitude-là que c'est pour que tu restes sur la route. Fait que ça devient difficile, ça devient vraiment insidieux. Puis eux autres, c'est ceux qui... Ils croient, là. C'est pas pour rien que ça pleure dans mes cours, là. Mais voyons, ils ont l'impression d'être fait presque menti. Tu sais, c'est comme, comment j'ai fait pour faire mon travail depuis tout ce temps-là, puis qu'on me cache qu'est-ce qui existait vraiment pour assurer la sécurité, puis que on me dise, ben non, ça c'est normal. Ah, c'est normal que toutes ces affaires-là chient. Fait que par exemple, en milieu hospitalier, on fait toujours la gestion active
le management actif du 3e stade, donc de la délivrance du placenta, où on va donner de l'ocytocine artificielle, du syntocinon ou du pitocin, là, ça veut tout dire la même chose, pour diminuer les risques d'hémorragie du postpartum. Sauf que ça, c'est une intervention qu'on a été obligé de mettre. C'est un protocole qu'on a été obligé de mettre en place parce qu'il y avait tellement d'hémorragie du postpartum en milieu hospitalier, parce qu'on n'était pas en mesure de préserver le cocktail hormonal, ce qui fait en sorte que, tu sais, des fois, les femmes vont dire « Ah, moi, tu sais, je veux vraiment pas de management actif du 3e stade. » Moi, ma réponse à ça, c'est pas « Ben ouais, c'est sûr que t'en as pas besoin. » Ben, comment ça Si s'est t'es dans un passé? Où est-ce contexte, que t'es ouais. allé pour enfanter? Jusqu'à quel point as-tu été dérangé? Jusqu'à quel point as-tu été en mesure que ton cocktail hormonal puisse prendre essor? Puis, a-t-il atteint l'apogée qu'il avait besoin d'atteindre pour assurer ta sécurité? On sait, par exemple, que les plus bas taux d'hémorragie du postpartum se retrouvent chez les femmes qui prennent la décision de pas juste enfanter à la maison, mais d'enfanter de manière libre, non assistée médicalement. C'est eux qui ont les taux les plus bas d'hémorragie du postpartum, parce que littéralement, il y a personne là pour les déranger. Parce que même, tu sais, puis là, je parle de tout pays confondu, là, mais même dans des pays où la pratique de l'enfantement à domicile est préconisée ou est bien soutenue, ça reste que parce qu'il y a une espèce de tension émotionnelle qui se crée, qui se communique au moment du postpartum immédiat, il y a cette augmentation de risque-là. Fait que, tu sais, puis là, en ce moment, je suis pas en train de dire que toutes les femmes devraient enfanter de manière libre. C'est pas ça mon Non, point, mais ça c'est dépend pour, de chaque femme. oui, puis Mais c'est pour illustrer que ouais. ce qui compte, c'est que faute de savoir, on n'a pas de choix. Nous, ce qu'on privilégie beaucoup, c'est que les couples puissent choisir. Mais pour choisir, ils doivent savoir qu'il existe un choix. Oui, ils doivent savoir qu'il existe des alternatives, puis ils doivent bien être informés des bénéfices et des risques de chacune de ces options-là. Fait que quand on dit je donne mon consentement libre et éclairé, tantôt on a parlé de libre, le fait de sentir que je peux dire non, parce que Oui. si tu sens que tu peux pas dire non, faute de préjudice, hein, Mais sinon je vais me beaucoup faire punir, Oui, mais beaucoup là, pensent il est qu'ils pas peuvent pas libre. dire non pour pas, genre, déranger le travail. Ils ont un travail à faire, mais leur travail, Ouais, c'est de t'aider puis ton accouchement est bien. Fait que comme, ouais. c'est important, là, de le dire mais on a vraiment pas l'impression, mais Oui, qu'on a un choix, oui. ouais. Puis ça, c'est pas parce que les professionnels de la santé sont malveillants, c'est parce que les Non, pas du professionnels de la tout. santé, ils sont pris dans un Oui, étau. Ils oui, sont pris dans une contrainte de temps. Puis là, il y a aussi OK, attends un petit peu avant que j'aille là, je vais juste conclure sur la portion éclairé. éclairée. La portion éclairée, ça veut dire que j'ai eu les bénéfices et les risques de l'intervention proposée, ainsi que les alternatives et les bénéfices et risques de chaque alternative. Donc, quand j'ai ça, OK? Fait qu'on va prendre le cathéter comme exemple. Bonjour, Madame Mhm. Chose. Moi, je m'appelle Zoé. Je serai votre infirmière. La première chose que j'ai besoin de discuter avec vous, c'est que j'aimerais vous proposer le protocole d'emblée qui fait partie de notre maternité, qui est la pose du cathéter. Fait que là, on présente, OK, comme voici c'est quoi l'intervention que je veux présenter. Ensuite, la deuxième étape, ça devrait être quelque chose comme les bénéfices de la pose du cathéter, c'est que, ben, puisque nos protocoles vous exigent de ne pas boire et ne pas manger, ben là, ça vous permet de continuer à vous hydrater puis à être nourri. Et le bénéfice du cathéter, c'est que si on a besoin de faire l'administration de médicaments de manière urgente, par exemple dans le cas d'une césarienne d'urgence, ben on a déjà l'accès à une voie ou dans un cas d'hémorragie de postpartum, on a déjà accès à une voie ouverte. Puis ça, ben, ça va permettre à nous de faire notre travail plus rapidement dans une situation urgente. Ça, c'est le bénéfice. D'habitude, on n'est pas pire là-dessus. Si on est pour donner des informations, d'habitude, on donne les bénéfices. Mais là, après ça, il faut donner les risques. Donc, les risques associés avec la pose du soluté et du cathéter, ben, c'est que ça va causer de la sensation douloureuse pendant que je vais le faire. C'est que la présence de soluté va augmenter le niveau ça se rend dans le sang, puis ça va augmenter le poids du bébé. Donc, ce bébé-là risque de perdre plus de poids en postpartum immédiat et on risque donc de mettre l'allaitement en danger parce que peu importe combien de temps la mère a eu du soluté, on a les mêmes statistiques, les mêmes
tolérance de diminution du poids pour le bébé. Alors, là, disons qu'on est dans un hôpital où leur pourcentage, c'est 9% de perte de poids. Mais là, c'est sûr que ça risque d'être plus difficile. On va se faire mettre plus de pression de Ouais, supplémenter de la formule alors que tout va bien, là. Il y a oui, aucun mais stress. puisqu'on a eu le Ouais. soluté, le bébé pesait plus, a Mmh. perdu plus de poids rapidement à cause Ouais. qu'il s'est débarrassé de ce... Bon. L'autre problématique ou l'autre risque associé avec le soluté, c'est que les hormones se transportent dans le système du corps par le système sanguin. Et donc, qui dit augmentation de soluté, dit dilution des molécules qui sont responsables pour assurer la sécurité de l'enfant. Alors, ceci étant dit, les alternatives maintenant. La première alternative qui existe, c'est on pourrait mettre un cathéter obstrué. Donc, ça, c'est le papillon, là, celui qui est fermé. Donc, ça nous permet, les bénéfices de ça, c'est que on a une voie ouverte en cas de danger, en cas d'urgence. Ça nous permet d'avoir cet accès-là facilement. Les effets négatifs, ben c'est sûr que c'est dérangeant parce que c'est dans notre bras, on se sent pas super bien, puis ça fait mal quand on l'installe. Tout à fait. Une autre alternative qui existe, c'est qu'on pourrait ne rien faire. Donc, dans ce cas-là, les bénéfices, c'est qu'on n'est pas incommodé, on n'a pas de douleur quand on se le fait poser, on n'est pas dérangé par ces éléments-là. Mais les risques associés à ça, ben, c'est que si on en aurait besoin dans une situation d'urgence, ça se peut que ça se passe très bien puis qu'on soit capable d'avoir accès à une voie ouverte là, rapidement. Puis ça se peut que, tu sais, c'est plus difficile. Puis là, techniquement, il devrait avoir une prochaine section qui est « Et vous, madame, votre intuition là, dans cette Ouais. situation-là? » Tu sais, parce que maintenant que tu as une fille qui, elle a les veines super fuyantes, puis elle sait, là, elle va faire une prise de sang, là, ça leur prend 2-3 infirmières, puis ils se l'échangent parce qu'ils sont complètement découragés, là. Peut-être Pas que mon cette... cas, j'ai tellement de Oui. grosses veines, écoute, ça te pète d'en face. Non, mais c'est vrai de se connaître, puis chaque femme, Oui, ouais. puis peut-être que cette femme-là, elle va dire « Hey, écoute, Ouais. moi, je le veux, ton caté obstrué, parce que j'aime mieux vivre ça maintenant que juste avoir ça qui me trotte dans la tête tout le temps de l'accouchement, Ouais. que si j'ai besoin d'une administration rapide, tu sais, vous aurez jamais accès à mon système sanguin, ça va être tellement difficile. » Puis peut-être que la femme qui, comme toi, qui dit « Moi, j'ai des veines, là, tu sais, les infirmières, ils jubilent quand j'arrive pour prendre une prise de sang parce qu'ils savent que ça va être tellement facile. » Peut-être que toi, tu te dis « Hey, moi, je le sens pas, tu sais, je le sens pas, j'ai pas besoin. » Fait que là, au terme de ce processus-là, l'infirmière dirait, tu sais, qu'est-ce que vous choisissez, sachant très bien que vous avez le libre choix de choisir notre protocole tel qu'on l'entend, le protocole par défaut pour tout le monde, ou vous pouvez le refuser explicitement. Puis moi, ben, je vais écrire dans votre dossier votre décision, puis vous pouvez toujours changer d'idée. Fait que vous pouvez accepter le soluté maintenant puis l'enlever plus tard, vous pouvez ne pas le prendre maintenant puis dans une heure vouloir le prendre, puis il n'y a pas de problème avec ça. Ça, là, Anne-Josie, ça, là, c'est le consentement libre et éclairé. Fait que quand je finis ça, tu comprendras que les infirmières, elles me regardent puis ils me disent « Ouais, mais là, tu me niaises. Là, tu veux que je fasse ça, pour la jaquette d'hôpital, parce que les vêtements aussi, c'est une intervention. De demander à une femme de se changer, c'est une intervention qui a un impact sur le cocktail hormonal. » Fait que là, les filles sont comme « Écoute, j'en ai pour 15 minutes, là. Juste ce qui me prend d'habitude 40 secondes. Bonjour madame, voici votre blouse d'hôpital. Je vais avoir besoin de votre bras pour vous poser votre soluté. » Tu sais, c'est... Ouais, mais sais-tu qu'est-ce qui change tout? Qu'est-ce qui change tout? C'est les couples informés. Oui. Parce que les couples informés qui font le programme Grossesse heureuse, qui font la méthode Bonaparte, qui se font comme 2-3 formations, qui se font bien accompagner, qui ont même dans un monde de rêve une doula, hey, ça serait quand même nice que la majorité des couples puissent avoir accès ou choisissent d'être accompagnés en virtuel. Moi, mes doulas que j'ai eues pendant mes accouchements, là, virtuels. J'avais personne en personne avec moi, mais par contre, j'avais une ressource que je pouvais FaceTimer anytime parce que j'étais à Winnipeg puis mes doulas étaient à Montréal les 2 fois. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, mais tout ça pour dire que les couples qui sont informés, là, ils savent les différentes interventions de routine, les plus, on va dire, communes. Oui. Ils savent déjà c'est quoi les risques, les bénéfices. Ils savent déjà tout ça. Exact. Donc, l'infirmière et les médecins, là,
ça serait quand même hot pour eux autres aussi que la majorité ou la plupart, mais éventuellement toutes les couples, soient tellement bien informés qu'ils n'ont pas à leur faire une lecture à chaque intervention parce que eux autres, là, effectivement, il y en a beaucoup de monde, puis c'est comme ça roule, puis genre, ils ont beaucoup de travail sur les épaules avec, il faut qu'ils fassent beaucoup avec pas grand-chose, puis c'est des Oui, humains. Fait que des fois, ils sont oui. fatigués, puis ils ont moins de temps, puis ça, en fin de chiffre, puis tout ça. Fait que si collectivement, nous autres, en tant que couple, on prend notre responsabilité radicale d'aller comprendre, d'aller s'informer, d'aller vraiment loin dans notre... Pas juste comme, ah ben oui, les médecins savent, ils vont me le dire. Vraiment, comprendre ça, je pense que ça va aider tout le monde. Tout le monde va aider. Ça ferait une grosse différence. Puis je veux juste partager mon expérience parce que la vérité, là, c'est que moi, mon chemin, il a complètement... Ma trajectoire, elle a dévié complètement à cause d'un événement marquant, entre autres, dû à la pandémie. Pour faire une histoire courte, c'est que en 2020, j'étais censée me marier avec l'homme de ma vie. Ensuite, une fois mariée, jeune mariée, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on allait se marier à nos 10 ans. Et on avait prévu commencer à notre projet bébé une fois qu'on allait être mariés. Mais la pandémie a frappé et on était prêts à avoir des enfants, là. Tu sais, on voulait juste se marier avant puis avoir nos enfants après, mais on n'était pas attachés à avant, pendant, tu sais. Donc, quand la pandémie a frappé puis que notre mariage a été cancellé, on a commencé notre beau projet et mon petit garçon Dustin est arrivé dans ma bédaine et ce qui s'est passé, c'est que moi, là, j'étais comme la majorité des couples à l'ère moderne. Je tombe enceinte, j'appelle mon médecin et je m'en vais dans la voie conventionnelle, c'est-à-dire un médecin va me suivre, je vais accoucher à l'hôpital parce que l'accouchement c'est risqué, on est mieux d'être à l'hôpital au cas où, le médecin sait, merci, Dieu merci, le médecin, merci, merci. OK? S'il arrive de quoi, je vais être entre bonnes mains. Moi, j'avais exactement cette mentalité-là que beaucoup de monde ont. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été excessivement chanceuse parce que ma trajectoire, elle a été complètement déviée par le posting militaire de mon mari. À quelques semaines de mon accouchement, on a été posté à l'étranger, on est déménagé du jour au lendemain, on est parti à des milliers de kilomètres de chez nous. Alors moi, la médecin que j'avais confiance, ben je m'étais aussi engagée une doula, bien sûr, mais même avec une doula, j'avais quand même appris beaucoup de choses, mais j'avais pas autant de connaissances, mettons, que j'ai été m'en chercher par la suite en raison du fait que être posté à l'étranger, ne plus savoir quel médecin. Je sais pas moi, est-ce que ça va être un médecin en qui j'ai vraiment confiance parce que c'est des humains, tout le monde a ses valeurs. La médecin que j'avais à Montréal, j'avais pleinement confiance en elle, fait que j'étais comme carte blanche, elle va me gérer, tu sais, j'avais vraiment cette fausse croyance-là que le médecin sait. Le médecin, il sait beaucoup de choses, don't get me wrong. Les médecins ont des skills dans l'intervention, des personnes qu'on aime, qu'on veut, qu'on est chanceuse d'avoir. Les technologies médicales, merci à l'ère moderne d'exister. Par contre, on pense qu'ils vont nous empêcher que les choses aillent mal. Ils vont récupérer, vu qu'ils savent comment faire des interventions, merci d'exister si on en a besoin. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on n'en veut pas. On veut pas. Qui dit intervention dit complications. Là. Intervention, complications, là, ça va main dans la main. Moi, j'avais envie pour mes accouchements d'éviter les complications. Tu sais, avoir le moins de complications possible, oui, mais évidemment, idéalement, pas d'en avoir des complications. Je voulais que ça se passe bien. Puis, j'avais comme pas... je savais comme pas, en fait, que ma physiologie, c'était le cœur de la chose. Et de comprendre ma physiologie, moi, je me disais, hey, je suis nutritionniste, je sais comment bien manger, j'optimise tout, je m'entraîne bien, j'ai une doula, ça va bien aller. Et quand on a été posté, j'ai fait comme, OK, là, oui, je fais des bonnes choses, mais je dois devenir une experte parce que je sais pas qui va être là pour me gérer, je sais pas où je vais accoucher, j'ai besoin d'être une pro. Et là, je me suis formée avec des doulas, avec des sages-femmes en physiologie. Et c'est là que j'ai réalisé, oh my God, je m'en allais accoucher sans savoir ces 1000 choses-là qui font toute la différence. Et grâce à ce posting-là, ma trajectoire a changé complètement et j'ai été capable de comprendre comment donner naissance à mon enfant de façon à honorer la physiologie et donc il n'y en a pas eu de complications. Et tu prends la Anne-Josie, là, v'là 6 ans, qui s'en va accoucher, puis il n'y a pas de posting, il n'y a pas de pandémie, je m'en vais accoucher à l'hôpital comme je pensais. Pas sûr que ça aurait été la même affaire. J'avais la discussion avec mon mari avant qu'on se parle. Puis il disait, c'est sûr que
genre, si ça s'était pas passé, t'aurais eu un accouchement médicalisé. Mhm. Ben oui, comme toutes les femmes autour de moi qui ont eu des histoires d'accouchement traumatisantes puis qui ont eu plein d'interventions parce qu'ils savaient pas tu sais, la physiologie. C'est Dis-moi, mal Malika. connu. C'est Ben mal oui, connu. c'est ça. Ouais. Si je veux un accouchement optimal, c'est Mhm. quoi le meilleur contexte? Si, là, moi, je suis une femme enceinte, je m'en vais Ouais. accoucher, là, mon partenaire, on veut bien, être bien préparé. C'est quoi le contexte optimal pour mettre toutes les chances de notre côté de soutenir le processus? Mhm. Mhm. Ben, je dirais que la première chose, on a mis le doigt dessus. Le premier élément, c'est de découvrir qu'on a des choix à faire. Mhm. Puis que les choix qu'on fait vont avoir des répercussions hyper significatives sur le Ouais, déroulement potentiel des choses. Ça, 100%. c'est comme la première étape. Tu sais, dans ton Ouais. histoire, dans ton récit, ce que tu dis, c'est que tu allais dans cette direction-là, pas par choix. Tu allais dans cette direction-là, faute de savoir. Tu Mhm. savais pas qu'il existait des alternatives. Il y avait cette espèce, tu sais, tantôt tu disais, ah, moi j'avais vraiment confiance à mon médecin. Mais ton médecin aurait été à ton enfantement que s'il avait été de garde. S'il avait pas été de garde, tu serais tombé sur n'importe qui d'autre. Fait que c'est bien beau ta relation de confiance avec cette personne-là, mais puis deux, là, au Québec, c'est pas le médecin qui fait la majorité du suivi pendant tout le travail. C'est ton infirmière obstétricale sur laquelle tu vas tomber, que tu n'auras jamais vu de ta vie avant, puis que tu ne reverras plus jamais après. C'est ça. Puis si ça donne que, tu sais, t'as Elle est un, formée dans un- la méthode Bonaparte. oui, Là, on est en business. oui, mais même si elle est formée, t'es un petit peu plus en business, mais elle, quand elle fini son corps de Ouais. travail, là, Ciao, bye. c'est ciao Ouais, bye, c'est la prochaine qui arrive, tu comprends? ouais, Fait qu'il ouais. y a cet élément-là dans la continuité des soins qu'il Mhm. faut pas oublier que. Fait que, il faut comprendre qu'on a des choix. Ça, c'est la première étape. Aussitôt qu'on a fait ça, soudainement, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est vrai. Parce que là, soudainement, on va se dire, ah ben, qu'est-ce que moi je veux? Fait que toi, tantôt, dans ton histoire, tu décrivais, moi, ce que je souhaite, c'est que j'aimerais ça avoir le moins de complications possible. Mais il faut comprendre que à la base, la médecine comme spécialité, c'est d'adresser la pathologie, de gérer la maladie. C'est pour ça que la médecine existe. Le fait que la naissance se soit ramassée dans cette histoire-là, c'est vraiment une aberration. C'est comme c'est une surprise. C'est quelque chose qui, c'est comme, tu sais, trouver l'intrus, là, tu sais, quand on Ouais, était enfant, là, ouais. ben, la naissance, a priori, ça n'a pas sa place dans le monde de la pathologie parce que la naissance, c'est un processus qui est complètement physiologique. Ceci étant dit, dans la naissance, il existe des problématiques. Tout à Puis fait. on veut adresser la pathologie, mais a priori, c'est pas le cas. Fait que là, on prend une spécialité, la médecine, qui a des lunettes pathologiques, c'est sûr, c'est ça que ça fait, la médecine. Oui. Puis là, on applique ces lunettes-là à un processus physiologique. C'est pour ça qu'on se ramasse à faire des drôles d'affaires. C'est pour ça qu'on a des protocoles qui, on se rend compte, après les avoir étudiés, qui sont pas toujours les options les plus sécuritaires, mais on le fait parce que on réalise pas ou on sait pas ou c'est très difficile de faire les changements vers le fait de dire ben ça m'appartient pas. Puis je veux donner une clé de lecture à tous les gens qui nous écoutent. On forme les professionnels de la santé dans le monde de l'obstétrique à faire. Puis à la base là, il est là le problème. La Faire. compétence la plus importante à développer pour n'importe quel professionnel dans le monde de l'obstétrique, c'est de savoir ne rien faire. Quand on accompagne un processus physiologique, il faut comprendre que le moins je fais, le plus je soutiens. Le plus je fais, le plus j'interfère. Le plus que je vais être amenée à interférer encore plus pour gérer ce que j'ai fait comme effet suite à ma première intervention. Fait que, mais ça, on n'enseigne pas ça. C'est pas un langage de soins auquel les professionnels sont formés. Fait que je pense que à la base, puis nous, on est super chanceux parce que ici au Québec, on a d'excellentes sages-femmes. Il y en a très, très peu. Hein? Les sages-femmes Ouais. accompagnent 3% des naissances au Québec.
Donc, très, très peu. Mais pendant longtemps, on a eu dans les meilleures sages-femmes au monde, comparatifs, on pouvait les comparer aux sages-femmes de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, les sages-femmes qui savent réellement ne rien faire. Et c'est une compétence qui est très difficile parce qu'en règle générale, on devient professionnel de la santé pour pouvoir faire. Fait que il faut désapprendre ou il faut changer nos paradigmes. Alors, pour répondre à ta question, Anne-Josée, si moi, je suis une maman, puis là, je découvre pour la première fois que, quoi, j'ai des choix à faire, puis mes choix vont avoir des répercussions, je pars d'où? Ben, la première chose, c'est qu'est-ce qui est supposé arriver? Commençons avec ça. Puis, il y a, j'aimerais ça qu'on le mette dans les show notes, si tu es d'accord. Tout à fait. Il y a un merveilleux film qui a été fait en italien, il est sous-titré en français, il y a presque pas de mots, là, qui s'appelle, on peut le trouver sur YouTube très facilement en cliquant sur La performance accouchement. En fait, je sais écrire ça sur YouTube. Ouais, c'est Puis, adorable. c'est une parodie, et c'est une Ouais. super belle parodie sur la conception. Donc, règle générale, les couples conçoivent de manière physiologique, puis ils n'ont pas de soutien. Mais ce qui est rigolo dans ça, c'est que les rôles hommes-femmes sont inversés. Alors, pour les papas, ça parle hyper fort parce que les professionnels qui se disent soutenir la physiologie de la conception n'arrêtent pas de déranger le couple qui est en train de faire l'amour. Puis, à un moment donné, éventuellement, bien évidemment, le mec, il perd son érection. Puis là, ah ouais, tu sais, toi, t'as pas été capable. OK, on va te donner du Viagra. Puis, tu vois le père qui se sent super mal, puis pas à la hauteur. Mais ça a tellement rien à voir avec le père. Ça a à voir avec l'environnement. Tout à fait. Ça allait avoir. Puis même si. Puis là, c'est drôle parce que t'as les professionnels médicaux que tu vois qui sont super bien intentionnés, tu sais, puis ils parlent de je sais pas quoi, comme dans la pièce, ça déconcentre les autres. Ils sont toujours. Le couple qui essaie de concevoir, ils sont toujours en train de corriger le couple. Tu sais, le couple sont en train de s'embrasser, comme appuyés contre le mur. Non, non, pas comme ça. Puis là, ils déposent la femme sur le dos, tu sais, pour que l'homme la pénètre, puis il coach, là, tu sais, là, faut vas-y, là, tu sais, rentre dedans de même, là. Puis, Aïe, aïe, aïe. tu sais, le gars, il est comme, mais voyons, je peux pas faire ça dans un contexte de même. Puis là, il a soif, puis il a faim, puis là, il a pas le droit de manger. Puis, tu sais, c'est comme, c'est une belle parodie de dire, ben, tu t'attendrais-tu à être capable de concevoir un enfant dans un environnement de même? Non. Mais pourquoi tu t'attends à être capable d'enfanter de manière physiologique dans un environnement de même? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfantement, ce sont les mêmes parties du corps, les mêmes processus, puis les mêmes hormones qui sont impliquées. Autant quand on crée le bébé qu'on le sort. Fait qu'une règle assez simple que moi j'aime partager, c'est si tu veux te donner la meilleure chance que possible pour avoir un enfantement physiologique, pose-toi la question, est-ce que je ferai l'amour ici, oui ou non? Si la réponse est oui, c'est que tu sais que ton système nerveux, ton cerveau va être capable de relâcher le cocktail hormonal qui est nécessaire pour assurer un enfantement sécuritaire. Si tu dis jamais de la vie, je serais capable de faire l'amour ici ou d'avoir un orgasme ici, ben, tu sais, je veux dire, là, utilise le contexte qu'on te donne pour faire un choix éclairé. Bénéfices, risques, alternatives, bénéfices et risques de chaque alternative. Va évaluer qu'est-ce que ton intuition, qu'est-ce que ton intuition te dit. Puis dans l'acronyme qu'on enseigne, c'est brain, bénéfice, risque, alternative, intuition. Puis N, c'est ne rien faire. Parce qu'on oublie tellement souvent cette intervention-là qui est possible de rien faire qu'on le rajoute là. T'sais? Puis là, on fait bénéfice et risque de ne rien faire parce que c'est une alternative qu'on oublie tellement. Fait que je dirais, c'est quoi la réponse à cette question-là? Je vous dis, à la base, fait que je dirais, Anne-Josie, pour répondre à ta question, à la base, si on veut se donner les meilleures chances, c'est qu'il faut s'équiper d'informations, d'évaluer qui je suis, quels sont mes besoins, d'évaluer quelles sont les offres, qu'est-ce qui existe autour de moi. Parce qu'il y en a des gens qui vont dire, moi, c'est sûr que je voudrais un suivi sage-femme, mais tu sais, j'habite dans une région où ça n'existe pas. OK. Ben là, vas-tu considérer pendant peut-être 3 semaines déménager ta famille dans une autre
dans un autre lieu, dans un Airbnb ou chez une tante avec qui tu vas faire un swap de maison pour pouvoir être dans une région où il y a des sages-femmes. Souvent, les gens, ils considèrent pas ça, mais moi, je pense que c'est super important de réaliser qu'on peut se déplacer pour avoir les soins qu'on souhaite avoir. Ouais. Think outside the box. Mais, Pour moi, préparer la naissance d'un enfant, c'est préparer le projet le plus important d'une vie. absolument. Les gens, ils veulent préparer leur carrière, ils investissent, ils vont à l'université, ils font des grosses choses. Mais quand que ça vient au projet bébé, on a juste de l'argent pour acheter du matériel. Des formations en ligne, c'est trop cher. On a un médecin de toute façon. Puis c'est comme si on oublie que c'est le projet qui va changer notre vie du tout au tout et que comment on va vivre notre accouchement, ça a le potentiel de marquer notre bébé aussi parce que c'est son entrée dans le monde et notre naissance comme famille. Donc, je pense que comme de think outside the box, c'est de se dire, attends, moi, comment je peux me créer la meilleure expérience possible? Puis je dis, comment je peux me créer, comment on peut se créer, puis comme de penser à l'extérieur de ce qu'on est, de nos conditionnements, de je suis poignée à faire ça ou il y a juste ça comme option. Effectivement, il y a des circonstances, mais comment je peux, moi dans ma vie, j'optimise tout. Je suis la reine de l'optimisation, surtout quand il y a n'importe quoi qui touche la santé. Je niaise pas avec ça. Donc, pour moi, la santé de mon bébé, la naissance de mon bébé, la naissance a un impact sur la santé anyways. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais été dans une circonstance X, Y, Z, comme, mettons, avec ma fille, j'ai donné naissance à domicile pour ce bébé-là. Mais si j'avais pas eu accès ou si j'avais eu un bébé en siège, puis qu'on m'aurait dit, on te fait une césarienne parce que nous, c'est ça qu'on fait, j'aurais dit, there's no way in hell you're gonna force me into that. Comme, et j'aurais trouvé quelqu'un, un autre professionnel pour me suivre. Comme j'étais déjà en train de planifier si mon bébé est en siège, c'est qui j'appelle. Exact. C'est qui j'engage. Genre, Oui. j'étais déjà dans, comme, peu importe, là, genre, j'ai une carte de crédit à la limite, là. Tu sais, des fois, les gens disent j'ai pas les moyens, puis je comprends, je le sais. Tu sais, il y a une réalité des moyens, mais des fois, c'est aussi les moyens qu'on se donne. On investit dans certaines choses, puis pour certaines autres choses, on est plus frileux. Mais la santé, c'est l'endroit où on veut avoir une coach de grossesse, où on veut avoir des professionnels, une doula. There's no going back. Ton accouchement, tu peux pas le revivre, man. Genre comme, investis, sois soutenu, puis comme, crée ton expérience. Puis j'aime vraiment que tu fasses le parallèle avec... Attends un peu, Ouais. faut que je Vas-y. dise, je me permets de t'interrompre, puis de dire, tu sais, tout ce que tu dis, t'as raison, puis en même temps, soyons consciencieuses de toutes les histoires de merde qu'ont vécu les gens qui nous écoutent. Puis moi, le point que je ramène fois après fois après fois, c'est mais il est jamais trop tard. Oui, tu peux avoir comme une histoire de merde pour la naissance de ton Très enfant, difficile, ouais. mais il y a toujours l'opportunité de guérir ça. Il est jamais trop tard. Moi, dans mes formations, là, des fois, je vais avoir des professionnels qui sont comme, tu sais, mettons, ils ont 50 ans, là. Puis, ils revivent le moment où eux sont nés avec leur mère à travers la formation qu'ils sont en train de vivre. Puis, ils font la guérison à ce moment-là. Wow! Fait qu'il est jamais trop tard pour guérir, puis je veux comme mettre l'accent là-dessus parce que, tu sais, la maternité, c'est tellement culpabilisant, c'est tellement difficile que j'ai envie de dire, il y a 2 choses. Oui, c'est super important, puis je pense pas que c'est qu'on l'oublie, je pense que c'est qu'on le sait pas. Je pense qu'il y a juste une absence de savoir entourant le fait qu'au niveau épigénétique, il y a de grandes choses qui arrivent au moment de la naissance, puis que c'est à ne pas banaliser. 100%. Puis, la bonne nouvelle, c'est que quand on décide d'investir sur la naissance au lieu d'investir sur les gadgets pour bébé, non seulement on va moins s'encombrer d'objets, mais en plus, on va suivre ce que Mère Nature a prévu, ce qui va favoriser l'attachement mère-enfant, l'allaitement, le bien-être de tous ces individus-là. Fait que, tu sais, il y a un livre qui s'appelle Zéro poussette, couchette, sucette, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais c'est l'idée de dire, tu sais, en réalité, c'est toutes des inventions qu'on a créées pour contrebalancer des choses qu'on a d'emblée de manière assez facile. Fait que la poussette à 2000 là, ça, c'est un très bon poste de dépense à réinvestir quand on peut avoir une écharpe de portage
genre un maman kangourou à peut-être 25 sur Kijiji, puis un porte-enfant, là, tu sais, un Tula, par exemple, là, à 90 100 peut-être, usagé sur Marketplace. Marketplace. Puis on est en business, là. Moi, je peux Ouais. te dire, Anne-Josie, je n'ai jamais possédé de poussette de ma vie. Moi, je dis à mon fils, ah, moi, j'ai pas de permis, je peux pas conduire, je peux pas tenir Ah, c'est là-dedans, je suis drôle. désolée, Hey, pas moi, de j'avais permis. une poussette, puis mon fils, il détestait ça. Écoute, j'allais Oui, m'acheter dehors, c'était le bordel. Mais tu sais, en même temps, c'est le genre de choses que tu peux acheter après, à la limite, ou acheter sur Marketplace. Mais c'est juste qu'on prend, on a, tu sais, moi, des fois, des couples me disent, j'ai tellement de choses à acheter pour m'équiper que j'ai pas d'argent vraiment à mettre dans des formations c'est en ligne, tellement des pas cours. vrai. Mais tu sais, à la limite, Pense à ouais, ça, le bain, le bain de bébé. Si t'as pas de bain de bébé, ouais, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas le mettre en pot à pot, ton bébé, puis tu vas embarquer dans le bain en pot à pot pour pas qu'il ait froid, right? Mais ton ouais, bébé, là, chaque minute qu'il reçoit de pot à pot, c'est une augmentation du lien d'attachement, c'est un accès à l'allaitement, c'est ce qu'il a besoin dans le développement. Je veux dire, on le sait à quel point c'est important, le toucher puis le pot à pot, parce qu'on le fait avec les bébés prématurés en disant c'est dans les interventions les plus importantes pour assurer qu'ils prennent du poids. Fait que, mais ça, si c'est bon pour le bébé prématuré, c'est aussi bon pour le bébé qui allait bien, là. Fait que, ben, mais, il y a hein, plein de choses qu'on ouais. fait que si on n'achète pas, on n'aura pas le choix d'utiliser les tactiques que Mère Nature a prévues pour nous. Oui, puis tu sais, souvent, de toute façon, les gens, ils vont se faire donner des cadeaux. Tu sais, nous autres, on s'est fait donner un sac à couche. Tu sais, ma mère, elle nous avait donné justement de fameuses poussettes. Sauf que pour moi, c'est de toute façon la poussette. Moi, c'est finalement, c'était en portage. Là. Je prenais des marches en portage avec mes enfants. L'hiver, des fois, la poussette, je trouvais ça cool. Mais c'est le genre de choses que tu achètes. Au pire, tu l'achèteras si tu en as besoin. Comme, on met pas on met pas notre focus à la bonne place. Tu sais, la santé, l'expérience de naissance, je pense que comme collectivement, si tout le monde réalise, hey, c'est mon projet le plus important, Mhm. j'ai du pouvoir. Et comment avoir du pouvoir? Ben, réaliser que c'est l'environnement optimal, penser à une relation sexuelle. J'adore la petite parodie de parler, c'est sûr, je vais la mettre en lien dans show notes. Puis Mhm. c'est parce que l'idée, c'est que tu nous en parleras un petit peu aussi, là, mais justement, le cocktail hormonal dont tu parles, Mhm. pour que l'accouchement aille bien, il faut que ces hormones-là circulent, qu'il y ait un flot, que ça soit fluide, puis que cette symphonie, ce cocktail hormonal-là se mette en essor. Mais euh, pour se mettre en essor, même si le corps a tout, notre corps est fait pour ça. Par contre, si on met des bâtons dans les roues, c'est là où on peut causer problème. Donc, si on Mhm. pense à optimiser notre accouchement, on pense à justement une relation sexuelle. Parce que, comme tu le mets tantôt, c'est les mêmes hormones là, qui entrent en jeu. Mhm. Puis, si pour toi, Malika, tu pouvais optimiser, là, mettons, là, tu rentres dans les hôpitaux puis tu leur Mhm. expliques comment optimiser. Ça serait quoi l'environnement optimal pour une femme qui donne naissance? Mais la première chose que je ferais, c'est que j'enlèverais les lits. C'est la première chose que je ferais. C'est aussi simple que ça. Puis c'est une intervention qui coûterait vraiment pas cher. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Même, pense à ça, quand tu vas à l'hôtel, là, tu sais, une chambre d'hôtel, il n'y a pas grand-chose à part des lits, hein, Ouais, puis quelques meubles. Qu'est-ce qu'on fait? On se ouais. pitche dans le lit. C'est ça qu'on fait. On s'installe sur le lit parce que c'est ça qu'il y a. Oui. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire pendant qu'on enfante, c'est d'être dans le lit. Exact. Il faut bouger, il faut être en action, il faut être mobilisé, on veut être penché vers l'avant, on veut utiliser différents objets, différentes choses, mais la dernière chose qu'on veut, c'est de s'aliter. Puis s'il n'y avait pas de lit, ben il n'y aurait pas de décubitus dorsal. Le décubitus dorsal, c'est la position gynécologique. Puis la position gynécologique, ben on installe les femmes dans cette position-là parce que les professionnels, c'est la seule position dans laquelle ils sont formés à faire leurs manœuvres d'urgence. Puis, d'ailleurs, l'obstétricien qui a découvert que quand on accompagne des bébés en siège, les femmes doivent être dans l'autre sens, comme à quatre pattes, hein, sur les genoux. Ce qui s'est passé, en fait, cet obstétricien-là raconte le récit où il y a un manuel d'obstétrique d'ouvert sur son bureau, mais qui était à l'envers. Il avait dû montrer quelque chose à un étudiant, fait qu'il était à l'envers. Puis là,
il a regardé son manuel, puis là, il a eu la réalisation du mouvement que va faire spontanément le bébé en siège par la gravité, qui était le mouvement qu'il devait lui faire avec les mains dans le sens inverse. Puis là, il s'est dit, ah, imagine si on laissait les femmes dans le sens inverse, puis le bébé ferait lui-même ce processus-là à la bonne vitesse. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à changer les pratiques de siège. En tout cas, tout ça pour dire que on fait les choses pas par malveillance. Les professionnels qui installent les femmes en décubitus dorsal, ils se disent pas « Ah, je vais la mettre dans la position la plus dangereuse, c'est merveilleux, c'est ça que je veux ». C'est pas ça qu'ils font, là. Mais les autres, ils se disent « Mais moi, mes manœuvres d'urgence, je les connais juste dans cette position-là ». Puis on va se le dire, on les connaît juste dans cette position-là parce que c'est quand même la position la plus confortable pour le professionnel d'être assis sur son stool puis d'avoir le périnée de la femme devant lui. Sauf que ce qu'on sait, c'est que quand la femme est en décubitus dorsal, elle appuie sur son coccyx. Puis quand elle appuie sur son coccyx qui ne peut pas donc ouvrir, tout le sacrum au complet, tu sais là, ici sur sur notre vidéo, pour ceux qui nous regardent puis qui nous écoutent pas, le sacrum il est vissé, là, mais dans la vraie vie, ce sacrum-là, il bouge. Puis quand il est appuyé sur une table, il peut plus ouvrir. Mais pas juste ça, quand les genoux sont écartés comme en position gynécologique, ce qui arrive, c'est que le détroit supérieur, donc ici, l'espace en haut du bassin, lui s'ouvre. Mais le détroit inférieur se ferme. Fait qu'on ferme littéralement la sortie. Quand on écarte les genoux, on ferme la sortie. On diminue l'espace que le bébé a pour sortir. Puis en plus, on compresse le retour veineux de la veine cave et donc diminution d'oxygénation pour la mère et le fœtus. Fait que c'est une belle, le positionnement fœtal, le positionnement à l'accouchement, c'est quand même une belle démonstration de comment je fais des choses pour prévenir. Moi, je connais toutes mes techniques d'intervention d'urgence dans cette position-là, donc je mets la femme dans cette position-là. Or, en la mettant dans cette position-là, je ferme l'espace que le bébé a besoin pour sortir. Ouais, c'est dur, hein? Là, on va couper le périnée. Là, c'est de moins en moins fait, les épisiotomies, mais on va couper le périnée de la femme qui est sur le dos parce qu'il y a pas assez d'espace puis le bébé est en détresse. Il faut que le bébé sorte au PC. Oui. Mais on avait fermé l'espace de 30% juste en la mettant sur le dos. Et après ça, on dit non, c'est une intervention essentielle. Ton bébé avait besoin de ça. À quel point on passe à côté? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est des réalités qui sont difficiles, puis c'est des réalités qui sont difficiles pour tout le monde, tu sais, parce que c'est difficile d'apprendre les interventions d'urgence dans d'autres positions. Souvent, les professionnels vont dire, tu sais, ouais, mais moi, j'ai pas appris à faire mes touchés vaginaux comme ça, ouais, mais juste le temps que ça me prend, moi, virer tout dans ma tête à 180 degrés, comme, tu sais, là, il me semble que c'est là que je mets le bébé en danger. J'ai envie de dire, tu sais, rappelons-nous qu'on est tous des humains puis qu'on fait tous vraiment de notre mieux. Oui. Puis, soyons les uns envers les autres, pas dans la vilainisation de groupes d'individus. On peut dire le système, il y a un problème avec le système. Le fait qu'on continue à ne former que dans la position du décubitus dorsal, c'est une problématique qui vient du système. Oui, exactement. Nommer les pratiques qui sont pas optimales afin qu'on puisse collectivement, graduellement changer ces pratiques-là. Mais je pense aussi que ça vient des familles. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, là, parce que j'ai accouché de mon premier à l'hôpital, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais fait tout mon travail à la maison, là. Toutes les pratiques physiologiques dans le bain, vraiment, phase de latence, tu sais, on continue, tous les trucs, là. Vraiment, puis phase active, OK, parfait, c'est intense, mais on continue à la maison, tout ça. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en transition, là. Alors, c'était le temps, là. C'était l'intensité était à son pic, puis mon bébé allait sortir. Puis là, quand ils m'ont demandé d'aller de me positionner sur le dos pour qu'il fasse un toucher vaginal, la réponse, il y en a pas eu de réponse. C'était pas oui, c'était pas non, c'était mon corps, il s'en va pas, il va pas là, c'est-à-dire que c'était non, c'était juste comme un non évident. Moi, je ne pouvais que me pencher vers l'avant parce que de toute façon, j'étais tellement avancée dans mon travail que j'étais
c'est tout, là. Ma lionne, là, ma wild woman, là, était là, puis c'est tout, là. Tu sais, il y avait pas de « Ah, je vais peut-être leur faire plaisir. Ah, je vais peut-être être déplaisante si je refuse de me mettre sur le dos. » C'était « Ça y va pas. » Là, Ouais. je perds mes os, je suis penchée, puis là, genre, ils me roulent un lit, j'embarque à quatre pattes sur le lit. Ils se sont organisés avec la position que j'ai choisi de prendre Ouais. parce que il y avait pas de c'était ça, point. Puis Ouais. comme ils ont travaillé avec ça, puis ils m'ont encouragé, puis c'est tout, là. Sauf que si je n'avais pas su que j'ai le choix. Tu parlais aussi tantôt, je veux le ramener parce que tu as dit, pour le cathéter, nous, on vous dit que vous n'avez pas le droit de manger et boire, donc on va mettre un cathéter au cas où vous êtes déshydraté. Premièrement, vous avez le droit de manger et de boire, là, OK? Ça, c'est un droit vital, là. Genre, si on vous dit que vous n'avez pas le droit de manger et boire, là, ça n'a pas de... Genre, non. Point. Mais ça Mais reste aussi, que ça fait partie de plusieurs protocoles. de certes... Oui! Donc, c'est Surtout insane. manger, surtout manger. Puis là, ils vont dire, tu sais, Insane. mais il faut aller au bout de l'histoire, tu comprends? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on fait ça. On empêche les femmes de manger parce que quand elles mangent, si on est pour faire une césarienne d'urgence dans laquelle on n'a pas le temps de poser une péridurale, puis on doit faire une anesthésie générale, on s'inquiète des risques d'aspiration. D'aspiration. Et donc là, pour diminuer ce risque, mais ceci étant dit, si moi, je viens juste de sortir, je suis enceinte, là, puis je viens juste de sortir du restaurant après avoir mangé mon gros repas, puis je me fais frapper, je vais me faire une anesthésie générale quand même. Puis de toute façon, au niveau de l'anesthésie, on considère de toute façon les femmes à ventre plein tout le temps, les femmes enceintes à ventre plein tout le temps. Point final. Fait que les précautions pour diminuer ce risque-là, on les met déjà d'ores et déjà en place par défaut. Fait que, tu sais, il faut comprendre. Puis il y a comme cette portion-là, puis il y a l'autre portion qui est souvent les femmes en phase de transition vont vomir. Puis c'est sûr que si tu as mangé plus, ben tu vas avoir plus de contenu à vomir. Mais moi, personnellement, si j'ai à vomir, j'aime mieux vomir de la nourriture que de vomir de la bile. Parce que ça chauffe, puis ça brûle, puis ça fait mal. Et puis c'est aussi que tu sais pas. Moi, dans mon programme, j'enseigne aux femmes quoi manger. Parce que pour moi, c'est comme tu sais quoi manger quand tu vas faire un marathon, mais on te parle pas de l'alimentation autour de ton accouchement. Mhm. Comme c'est la plus grosse épreuve sportive. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus lourdes à digérer. Si tu es en travail, tu peux moduler un peu ton alimentation, mais comme tu as besoin d'énergie. Parce Mhm. qu'un corps vide, moins d'énergie. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui rentrent pas. Puis genre, j'avais une femme qui m'avait raconté son accouchement. Elle est allée manger du McDo, puis après ça, elle avait tout vomi, qui est peut-être pas du McDo, mais tu sais, genre, mais tu sais, encore là, ça se peut que, parce que là, c'est très lourd et très difficile à digérer. Tu sais, tu peux te prendre des smoothies. Il y a toutes sortes de petites choses que tu peux intégrer. Mhm. Mais reste qu'effectivement, c'est une précaution. C'est basé sur quelque chose qui est plus vraiment, en fait, qui est désuet, là, finalement. Puis on a plus de risques à ne pas manger si on a faim. Oui. Si t'as pas faim, force-toi pas. Éventuellement, dans le travail, à un moment donné, c'est tellement intense que non, la faim, ça coupe la faim. Là, quand t'es dans une grosse intensité, t'as soif, tu peux boire, tu sais, de l'eau de coco, Mhm. toutes sortes de petits trucs, des boissons, tu sais, qui vont nous garder hydratés. Mais ça reste que, tu sais, justement, que ça soit le fait de manger parce que j'ai faim puis mon corps me réclame de la nourriture puis de se sentir, ben oui, j'ai le droit de manger versus, il y a un règlement. Des fois, les femmes me disent, Anne-Josie, mais est-ce que j'ai le droit d'accoucher dans la position que je veux? Des fois, on me demande, est-ce que j'ai le droit de? Mhm. Parce qu'on a l'impression que on va à l'hôpital, donc on se plie aux lois qui régissent. Mais on est un humain avec nos droits, là. Coucher dans la position de notre choix, c'est la base. Il y a peut-être un peu d'éléments à départager pour expliquer ça. Tu sais, c'est vrai, là, les couples, ils se posent pour vrai la question, ça. Tu sais. Oui, C'est quoi la exact. notion de droit? C'est quoi la notion d'obligation? À la base, les professionnels de la santé ont l'obligation de recueillir les consentements. Techniquement, tout consentement devrait être libre et explicite. Mais ce qu'on sait, c'est que, particulièrement en obstétrique, on se fie sur ce qu'on appelle les consentements implicites. Tu es venu me voir, tu as accepté de venir à notre hôpital, donc tu acceptes d'emblée les protocoles qu'on a. Ceci étant dit, on a toujours le droit de faire un refus explicite à 100% de tout ce qui nous est proposé. Right. Maintenant, parfois, il va y avoir des situations plus épineuses où on n'aura pas d'individus qui sont formés
pour pouvoir permettre le refus explicite de l'individu, par exemple. Fait que Qu'est-ce que tu veux disons, dire par là? Ouais. tantôt, tu parlais de l'exemple d'un bébé en siège. Mhm. Bien, un bébé en siège, il existe des professionnels qui sont formés à accompagner les bébés en siège par voie basse. Toi, tu as le droit légalement de refuser explicitement une césarienne pour un bébé en siège. Tu as le droit Mhm. de faire ça. Mais ça se peut aussi que l'hôpital dit, mais moi, j'ai pas de professionnel de la santé formé à faire des sièges par voie basse. Puis là, on tombe au niveau légal dans une zone qui est vraiment grise. Puis c'est là où il y a c'est là où c'est hyper important de revêtir sa cape d'humanité. Puis se rappeler que là, on fait face pas au système dans ce moment-là précis, on fait face à des vrais humains. C'est là où on veut essayer de naviguer cet espace-là. Puis l'autre élément qui est hyper important, c'est qu'il faut comprendre que dans la médecine, il y a beaucoup de poursuites en obstétrique en particulier. Fait qu'il y a beaucoup de pression Ah, des ouais, professionnels qui ouais. ont une fausse impression que si on suivi le protocole, ils sont médico-légalement en sécurité. La réalité des choses, c'est que ça, c'est pas vrai. Si tu fais une intervention médicale contre un refus explicite, t'es dans la merde en tant que professionnel de la santé. Mais on se permet de faire de la coercition sur les femmes pour que le protocole soit respecté parce que le professionnel a une réelle peur des répercussions médico-légales. Puis ça, c'est une considération qui fait partie des réflexions suite à chacune des interventions que fait un professionnel. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, tantôt on disait, c'est sûr que si tu es formé, toi tu veux aider dans la vie, puis la seule manière avec laquelle on te forme à aider, c'est de faire des interventions, c'est sûr que tu vas en faire plus. Mais pas juste ça. Rajoute la pression que la majorité des cas où tes collègues ont été tapés sur les doigts, c'est quand ils n'ont rien fait. Et tu as toutes les motivations du monde pour faire. Puis là, Ben, c'est ça. rajoute par-dessus ça, si tu es Ouais. dans un pays où le modèle, c'est plus tu fais d'argent. Tu sais, là, écoute, là, c'est sûr que tu vas avoir des interventions Ah, plus. Fait que comprendre ces éléments-là, comprendre que face à moi, c'est un humain. Moi, là, aujourd'hui, c'est genre la fois ou dans les quelques fois que je vais enfanter. Lui ou elle, c'est son mardi après-midi. Tu sais, de réaliser que ça joue énormément, là, que la pression que eux autres ont, elle est gigantesque. Fait absolument. que quand nous, en tant que parents, on est capable de s'adresser aux professionnels puis de dire, regarde, je comprends que tu as peur, que là, en ce moment, je refuse ta césarienne pour mon siège parce que tu sens que, tu sais, il n'y a pas les compétences ou pas. Mais là, comment on fait pour gérer ça? Parce que moi, j'en veux pas de césarienne. Fait que tu veux-tu appeler ton gynéco-obstétricien qui est à la retraite, qui les faisait toutes avant pour voir s'il veut venir m'accompagner? Tu veux-tu appeler un autre hôpital pour faire venir un médecin ou que moi j'aille là-bas? Tu veux-tu que le médecin qui en a fait pendant la résidence le fasse? Comme, qu'est-ce qu'on trouve comme solution ensemble face à mon problème? Ensemble. On va travailler ensemble parce qu'on est Ensemble. des humains. Toi, tu es un humain. Toi, chef de service qui a la chienne de sa vie, là, que tu vas avoir un de tes professionnels qui va partir en burn-out parce qu'il y a un bébé qui va mourir. Regarde, I hear you. J'ai pas envie que ta maternité soit dans la merde parce que moi, j'ai eu un bébé mort, puis là, tu sais, Hey, c'est pas une situation facile quand tu penses à ça, hein. Puis non. c'est pour ça que les hôpitaux, puis que même les sages-femmes, beaucoup de sages-femmes. Moi, j'ai été suivie par une sage-femme pour mon deuxième, puis bon, Mhm. il y avait moins de protocoles, mais elle avait quand même des protocoles à suivre que j'ai refusés. Oui, Entre autres, les touchés vaginaux, je les ai tous refusés. Il y a jamais oui. eu aucun de touché, mais elle me les a quand même offerts parce qu'elle, faut qu'elle se back. Elle n'a pas le Tu sais, choix de te ils ont les vraiment offrir. une responsabilité. Fait que, tu sais, Oui. c'est tricky pour eux autres aussi, Puis vraiment. de savoir, puis ça, c'est nous, on les Ouais, forme spécifiquement à savoir quoi ouais, écrire dans le dossier, puis comment ouais. pour se baquer dans le cas d'un refus explicite. Ouais. Fait qu'elle n'a pas le choix. En France, il y a une échographie qui s'appelle l'échographie obligatoire. Tu sais, mais l'obligation, là, c'est pas l'obligation de la faire, c'est une obligation de la proposer. Mais tu penses-tu qu'il y a quelqu'un... Moi, je suis obligée de leur enseigner
que médico-légalement, on l'appelle l'échographie obligatoire parce que là, parce que eux ont l'obligation de la proposer. Mais tu dis à une femme, pour votre échographie obligatoire, blablabla, bla, tu penses-tu elle se dit, ah, j'ai le droit de la refuser, celle-là? Ben non. Fait que, tu sais, ça revient à la base. Ouais. Sur le point, il faut que tu saches que tu as des choix. Puis à partir de ce moment-là, plein de choses s'ouvrent. Puis à travers la collaboration, l'amour, la bienveillance, puis vraiment chercher. Puis, tu sais, chercher à dire, regarde, je suis pas là contre toi. De toute façon, on n'enfante pas avec des gants de boxe. Les femmes qui arrivent en milieu hospitalier puis qui disent le milieu hospitalier, c'est le milieu le plus dangereux pour accoucher puis je veux pas être ici, ça tourne toujours mal, ces histoires-là. Parce qu'on peut pas enfanter en situation de combat. On doit se sentir en situation de sécurité. C'est là que je pense que la compréhension de la place et du rôle et des limites et des forces de chacun va de soi. Moi, j'ai donné naissance dans un hôpital et j'ai donné naissance à la maison et j'ai eu deux accouchements extraordinaires. Hôpital, maison. La différence, c'est le pouvoir que j'avais de prendre les décisions avec le savoir que j'avais, la préparation de mon partenaire, comprendre comment améliorer mon contexte, comment naviguer pour soutenir ma physiologie. C'est ça qui a fait la différence parce que j'ai deux contextes différents et j'ai deux expériences magnifiques. Et comment que je percevais à la lumière de tout ce que j'ai appris suite justement à la perte de mon médecin puis au développement de mes connaissances plus, je vais devenir professionnelle de ça, mais comme on n'est pas obligé de tout le monde entier de devenir des professionnels de ça, mais au moins d'être bien accompagné puis d'aller plus loin que la base, puis vraiment de réaliser que tout le monde a son rôle à jouer. Le rôle de mon médecin, c'est d'être là au cas où. J'ai confiance que s'il y a de quoi, puis même à mon accouchement à domicile, je me disais, si jamais il arrive de quoi, je vais être très heureuse d'aller à l'hôpital chercher l'aide dont j'ai besoin. Parce qu'il y a des red flags, Oui. J'étais très heureuse si j'ai besoin d'une césarienne d'aller à l'hôpital la chercher, ma césarienne. Mais je le sais que j'ai confiance en mon corps, je sais comment faire pour soutenir les choses, mon partenaire est hyper prêt, etc. Mais c'est vraiment une compréhension de comme la sage-femme, le médecin, c'est un consultant avec des connaissances, avec des skills et il me donne son point de vue. Clinique. Et une intuition clinique qui est comme une partie très importante. De dire, tu sais, le pif, là, avoir le flair, là. Continue. Excuse-moi, je voulais juste m'assurer que ça, c'était dans les... si les compétences de tout le monde sont mises à profit, le médecin ou la médecin qui comprend la physiologie et qui sait comment intervenir avec son pif clinique, tu t'amènes une doula là-dedans, tu as un couple qui est fort, qui comprend la physiologie, les papas, OK, les partenaires ou la maman, là, tu sais, moi, j'ai beaucoup de couples aussi, que, dans le fond, j'ai des mamans solo, j'ai des mamans avec une partenaire, j'ai des mamans avec leur tu sais, je veux dire, il y a plein de formes familiales, OK? Le point clé ici, c'est que le ou la partenaire, leur rôle à jouer est primordial aussi. Ils ont un rôle super important. Imagine si tout le monde comprend son rôle et le fait bien, parce que l'impact que le partenaire ou la partenaire peut avoir. Parce que moi, il y a beaucoup de couples, la maman est super prête, le papa, il est un peu prêt, s'en vont à l'accouchement. Oups, il y a des interventions proposées, la maman est comme complètement dans sa bulle, on la sort de sa bulle, ça affecte son ocytocine, ça ralentit, elle dilate plus, c'est le bordel. Comment le ou la partenaire peut influencer positivement les choses? OK. Alors, je réponds à ça avec le fait de dire que d'abord et avant tout, le mammifère a besoin d'être en milieu sécuritaire pour enfanter. Hein? Quand on pense à la chatte, elle se trouve un coin dans le fond du garde-robe, puis c'est là qu'elle enfante, c'est là qu'elle chatonne, c'est le verbe, ouais, ou on peut dire qu'elle met bas. Et puis, si on la déplace, elle, d'ailleurs, j'ai une sage-femme qui était vétérinaire avant, qui disait, il y a comme un trend où les gens appellent à la clinique vétérinaire et disent, ma chienne est en train de mettre bas, on s'en vient. Puis elle dit, non, surtout dérangez-la pas, parce que si vous faites ça, on va être obligé de la césariser. Fait que, c'est quand même assez incroyable que nous, les humains, on est capable de se faire déplacer, puis d'enfanter voix basse. C'est quand même vraiment, vraiment particulier.
C'est particulier. Fait qu'il faut comprendre qu'on navigue à compte courant, là. J'ai envie de dire que quand... Donc, le mammifère est fait pour enfanter, pour mettre au monde dans un environnement qui est sécuritaire, et donc on n'est pas fait pour être exposé à des inconnus. Donc, préférablement, pour mitiger cet élément-là, si on n'a pas le choix que de faire face à des inconnus le jour J, d'avoir des gens de confiance qui sont avec nous. Puis les études sont assez claires sur les répercussions d'un soutien aimant et continu, donc ininterrompu, pendant le processus du travail. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le soutien qui sont très, très intéressantes. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi comme composante, c'est que tantôt, on a parlé de la cascade d'intervention, qu'on peut appeler aussi l'effet toboggan. Une des choses qu'on va voir le plus souvent comme déclencheur de la cascade d'intervention, c'est la péridurale. La péridurale qui est vendue comme étant sans effet secondaire, simple, la bonne fatigue, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, dans un monde moderne, on souffre encore. C'est comme de pas réaliser, en fait, toute l'opportunité qui se prête à nous. Puis puis là-dedans, il y a des mensonges, là, parce que c'est pas vrai que Ben la non, c'est ça, péridurale n'a vendre pas à toutes d'effet les femmes, secondaire. Ouais. c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'effets, tout à Puis, fait. il faut pas oublier qu'on vit actuellement dans notre société une crise, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on vit une crise du confort, où on vit trop de confort, puis on n'est pas assez habitué à être exposé à de l'inconfort. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, tu sais, on voit le Wim Hof, là, l'exposition au froid comme étant un trend qui est super fort, puis on découvre qu'il y a énormément de bienfaits à vivre des périodes d'inconfort physique. Ouais. Puis on a développé, comme on a perdu beaucoup d'accès à ces compétences-là. Puis l'enfantement, c'est pas supposé être une petite promenade, une petite balade dans le parc, là. C'est pas fait pour être ça. C'est fait pour être un rite de passage sacré, intense. Puis s'il n'y a pas cette intensité-là, ça cause des défis dans l'adaptation psychologique, maternelle, dans le rapport avec l'enfant. Il y a plein d'éléments qui découlent de ça quand on ne fait pas face à cette intensité-là. Fait que ce qu'on veut voir, préférablement, c'est des outils. Moi, j'aime dire la péridurale, je l'adore comme plan. Quand c'est le plan Z. Ouais. Donc, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, blablabla, jusqu'à mon plan Z. Puis si ça fait... Puis moi, je suis pas contre la péri, là. Je connais des récits de naissance qui ont complètement débloqué suite à une péri. Puis ça a sa place. Tantôt, tu as dit, tu sais, merci au système technocratique. Il y a des choses qui font bien. Puis on va le reconnaître, ça. Je pense que c'est super important que les familles se préparent à gérer l'intensité prévue à l'enfantement. Puis quand les couples font cette préparation-là, puis c'est pour ça que nous, dans la méthode Bonaparte, on enseigne 25 différents outils pour pouvoir faire face à l'intensité des sensations. Puis on les enseigne ensemble. Parce que quand les couples travaillent ensemble, ils sortent de ce rythme de passage-là. Pas juste la femme qui se sent forte d'avoir réussi à vivre cette intensité-là, mais le couple d'avoir été une équipe prêt à accueillir ce bébé-là et de devenir cette nouvelle famille-là. Et ça, c'est vraiment très, très important. Puis quand on adresse l'intensité et la douleur, ben, c'est sûr que là, on se donne plus de chance parce que l'effet numéro 1, la cascade, très souvent, le début de la cascade d'intervention, c'est la péri. Fait que si on est capable de s'éviter la péri, puis une des façons de s'éviter la péri, c'est d'être bien outillé de manière non pharmacologique, de bien connaître c'est quoi la gestion de la douleur de manière non pharmacologique, de bien connaître c'est quoi les différents mécanismes, chacune des techniques qui font partie de quel mécanisme, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en action, pour que vraiment le couple il devienne une équipe du tonnerre pour faire face à ces sensations-là. Oui. C'est vraiment ça, en fait. Je pense que le nerf de la guerre, là, ben en fait, c'est que
pour mettre toutes les chances de notre côté d'avoir un accouchement le plus extraordinaire possible, c'est de savoir que ça va être intense. Tu sais, moi, quand que je parle d'accouchement de rêve puis d'un accouchement qui se passe bien, c'est pas genre j'ai genre, il y a aucune douleur, tout est super, c'est un gros défi. C'est intense qu'est-ce qu'on vit dans le corps. Quand on parle de gestion de la douleur, c'est tellement important parce que de pouvoir comprendre comment aider notre corps à traverser cette intensité-là sans interférer. Dans le fond, c'est ça ou c'est ça vraiment de les couples, les partenaires en comprenant aussi comment soutenir leur conjointe, leur amoureuse, ça fait une Christie de grosse différence. Quand ton partenaire, il comprend la physiologie puis il sait comment aider à soutenir ta physiologie, c'est un game changer. Puis de cette façon-là, on est vraiment capable quand on parle de créer une expérience d'accouchement merveilleuse, de se sentir forte, de se sentir puissante, de se sentir en charge de nos décisions, de se sentir soutenu par notre partenaire, soutenu par notre équipe médicale qu'on peut consulter, qu'on a accès aussi. Mais je pense que comme de passer par le partenaire, parce que de comprendre aussi que quand on dérange une femme en travail, plus on la dérange, plus on interfère, de passer par le partenaire, moi, c'est quelque chose. Parler à mon chum, OK? Moi, je suis indisponible. Je suis supposée d'aller dans Birdland, là, tu sais, je suis supposée de partir dans mon monde, là. Parler à mon chum, moi, je suis dans ma bulle. Puis comme je peux quand même faire un petit signe, oui, non, si je veux, tu sais, si j'ai quelque chose à communiquer à mon équipe. Mais à la base, vos questions puis vos affaires, c'est lui. C'est lui ou elle qui gère. Tu sais, c'est le ou la partenaire. Puis de protéger, je pense, comme le partenaire, de comprendre qu'en se préparant bien, en suivant justement des cours, moi aussi, tu sais, mettons, méthode Bonaparte, moi aussi, j'ai vraiment un gros module pour les partenaires parce que quand que la maman va rentrer dans sa bulle, who's gonna be there to support her? D'avoir quelqu'un qui est là, un pilier qui sait, qui comprend, qui peut vraiment soutenir ses souhaits pendant qu'elle, elle peut se laisser aller puis vivre, aller, tu sais, vraiment comme dans un état altéré de conscience qui est souhaitable, en fait. Comme ça fait une grosse différence. Puis j'aime vraiment ce que tu nommes aussi de une team du tonnerre. Hey, moi, là, je suis tellement fière de nous, tu sais, je suis fière de moi, de mes accouchements, mais comme mon chum, il a assuré, là, il était pas comme passif à essayer de me faire des petits massages. Les couples disent toujours les points de pression, mais les points de pression, c'est genre une graine, là, dans toute la montagne, là, tu sais, il y a tellement de compréhension puis de choses qu'on peut faire, puis ça vient vraiment tout changer. Donc, je pense que comme... Oui, puis ça, c'est une vision erronée de la méthode Bonaparte de dire qu'on enseigne que de l'acupression, là. Ça, c'est... Il y a des gens qui pensent ça, ben non, oui, dans le fond, c'est souvent... vraiment... souvent, les gens, ils vont dire « Ah, la méthode Bonaparte, oui, ça, c'est les points, là, dans le sacrum puis sur la main, hein, c'est ça? » Puis on est comme, ben, ouais, ça, c'est à peu près, mettons... 14 minutes sur le 5h30 de formation qu'on donne. Mais oui, ça, c'est nous, là. Ça, c'est définitivement nous. Mais, tu sais, c'est une partie de ce qu'on fait. Oui. Puis, honnêtement, pour moi, quand je me préparais pour mes accouchements, je me disais, je veux avoir le plus d'outils possible pour avancer, pour aller le plus loin possible. Puis si, pour mon premier accouchement, je me disais, si j'ai besoin de la péri, je la prendrai, mais en dernier recours. Puis, il y a un très grand pourcentage de couples qui apprennent la péri parce qu'ils pensent que dans le fond, justement, les femmes, on a peur de la douleur. Oui. Puis je pense que quand on a la chance d'aller jusqu'au bout de l'étude puis de la préparation, c'est plus la douleur qu'on a peur. On a peur de pas faire face à l'intensité. On a peur de l'expérience qu'on pourrait être à risque de manquer si on gèle toutes nos sensations. Fait que je pense que, tu sais, puis il y en a pour qui ça sera pas le cas, là. Moi, tu sais, les nouveaux protocoles interdisent d'utiliser la péridurale dans plusieurs pays avant 3 cm de dilatation. Moi, personnellement, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Dans le sens où je pense que, par exemple, une femme qui a vécu de l'inceste, de l'abus sexuel, qui a été violée, puis qui est comme « j'ai besoin de ne rien sentir ». Right. Sais-tu quoi? J'ai comme envie de dire « ouais, on va te soutenir dans ton... On va y aller. Tu sais, je pense qu'il existe des situations, puis
c'est ça qui est difficile, c'est que, règle générale, puis malheureusement en obstétrique, c'est pas assez le cas, mais règle générale, les protocoles, ils sont pertinents parce que quand d'emblée ils sont utilisés, ils augmentent la sécurité. C'est ça l'objectif derrière un protocole, c'est qu'on a fait des études, tu sais, je veux dire, en cardiologie, mettons, on se rend compte que, OK, on va tester ce médicament-là ou cette intervention-là ou cette façon de faire la chirurgie au niveau du cœur. Puis on arrive avec le protocole parce qu'on se dit, hey, ça, c'est la meilleure façon, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Mais ce qu'on sait, c'est que d'utiliser des protocoles comme du one size fits all tout le temps puis partout, on perd de la sécurité qu'on avait gagnée à l'avoir initialement. Le protocole, c'est une base, c'est un point de référence. Fait qu'on veut apprendre d'où vient le protocole, à quoi ça sert, puis dans mon cas en particulier, moi personnellement, avec les choses que je sais de moi, avec comment moi je me sens, avec l'équipe avec qui je suis, avec les considérations puis les variables qui m'entourent ici et maintenant, est-ce que ce protocole-là est pertinent pour moi, oui ou non? C'est pas complètement inutile d'avoir des protocoles. C'est pas tous les protocoles qui sont mauvais. Des protocoles, ça a sauvé des centaines de milliards de vies. C'est d'utiliser les protocoles de manière aveugle comme si c'était la seule solution qui existe, puis de penser que le protocole va protéger le professionnel contre tout recours médico-légal. C'est là qu'on se tire dans le pied avec les protocoles. Ouais. De revenir à ce que la femme qui donne naissance a besoin, de revenir aux besoins de la femme qui enfante. Elle, en particulier, pas elle là, à ce moment-ci, dans cette grossesse-ci, cette fois-ci, dans cette minute-ci. Qu'est-ce que elle, ici et maintenant, va être le plus sécuritaire pour elle? Puis c'est pour ça que quand on fait une segmentation des soins, c'est si difficile. Parce que quand tu écoutes une étrangère, tu sais pas qu'est-ce qu'elle te raconte. Tu sais pas d'où ça vient. Quand c'est quelqu'un que ça fait 9 mois avec qui tu travailles, qu'elle te regarde dans les yeux puis elle dit, regarde, moi là, je le sais que ça va le faire. Je me sens en confiance. Donne-moi du temps. Mais c'est bien plus possible et accessible pour le professionnel de dire, OK, ben je vais tolérer qu'on dépasse le temps du protocole, que si je te connais pas pantoute, je sais pas d'où c'est que t'arrives, je sais pas c'est quoi ton style de vie, comment t'as mangé, je sais pas, je connais rien de toi, puis tu me dis, fais-moi confiance, ça va bien aller. Ben, non. Ouais. La continuité des soins, si c'est... Ouais. Puis je pense que comme quelque chose qui est vraiment important, si on décide de donner naissance à l'hôpital, puis on fait ce choix-là, je crois que c'est d'autant plus... Mais toute naissance, parce que même si tu donnes naissance en maison de naissance ou à la maison, il faut aussi que tu sois hyper bien préparé. Absolument. Mais à l'hôpital, il faut que tu comprennes les circonstances, la lumière d'en face, le va-et-vient de la chambre, le froid, l'environnement. Exact. Le matériel, le fait que, règle générale, là, ça file pas comme si, tu sais, ça file pas comme la chambre d'hôtel où tu te dis « Ah, je me collerais sur mon homme, là. » D'habitude, c'est pas trop le cas, tu sais. Puis on sait qu'une ambiance intime, chaleureuse, dans laquelle on se sent bien, au chaud, nurtured, en fait, l'ambiance dans laquelle on ferait l'amour, bref, on sait que ça soutient la physiologie. Exact. Donc, si on sait qu'on va donner naissance dans un environnement de même, d'avoir une doula aussi, quand c'est possible. Puis ça se peut que ça soit pas possible, mais d'avoir une doula qui vient nous aider, nous soutenir, puis nous rappeler notre force, se rappeler aussi qui nous soutient, qui a notre back aussi pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles pour nous quand nous, on est à notre plus vulnérable et qui soutient aussi les partenaires. Parce qu'une doula, ça soutient le couple. Absolument. Puis je pense que il y a plusieurs places où les doulas peuvent être utiles, dans le sens où les doulas, ils peuvent faire d'excellentes garde-portes. De dire, tu sais, parce que l'ocytocine, c'est relâché quand on se colle, quand on s'embrasse, quand on fait du peau à peau. C'est ça, l'ocytocine artificielle qu'on envoie dans les veines, qui a tout un autre impact parce que ça passe pas la barrière hémato-encéphalique, on pourrait aller plus loin dans tout ce dossier-là, mais
il y a des façons de sécréter de l'ocytocine naturelle, puis c'est de se coller sur son homme, c'est de s'embrasser, c'est de se toucher, c'est de faire du pot à pot. Tu sais, tu me demandais, c'est quoi les choses que tu ferais à l'hôpital, tu sais, pour augmenter les chances que ça se passe bien? Ben, je te rajouterais, ouais, exact, j'allais ajouter ça, 2 affaires. Fait que, j'empêcherais les maris de porter des gilets pour que les femmes aient envie de se coller la tête, le visage sur le chest de leur mec, parce que ça, tu sais, ça l'active, l'ocytocine. Quand tu touches la peau, ça n'a rien à voir. Ça l'invite à la sensualité, puis ça, c'est sûr que c'est hyper utile. Puis, on rigole un peu, mais il y a quand même tout le monde, il y a quand même l'existence des enfantements orgasmiques. Puis je sais que pour les gens mainstream, là, déjà, ce qu'on a parlé, c'est comme hyper out there, là. On est vraiment, vraiment loin. Mais là, on va s'éloigner encore plus des années-lumière de le conventionnel. Il existe des femmes qui vont vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Une grande intensité, mais une intensité qui est simultanée à beaucoup de plaisir. Puis c'est pour ça que nous, dans la méthode Bonapatia, on recommande systématiquement aux couples d'amener un vibrateur à la maternité. Puis il y a 2 raisons pour lesquelles on le propose. Ben, il y en a plusieurs en fait. Une des raisons, c'est que qui dit vulve engorgée, puis là, il faut faire la différence s'il y a des professionnels de la santé qui m'écoutent. Je ne parle pas ici d'une vulve œdémaciée, mais je parle d'une vulve engorgée. Tu sais, quand on est comme sur le point de faire l'amour, là, excité, on a la vulve qui est épaisse, c'est là où on a la vulve la plus souple, en fait. Puis, je sais pas pour toi, moi, j'aime avoir une vulve bien souple avant un rapport sexuel, mais je trouve que c'est quand même pertinent d'avoir une vulve vraiment à son apogée de sa souplesse. Quand il y a un bébé qu'il faut qu'il sorte par là. Exactement, exactement. Fait que pour ça. on peut utiliser le vibrateur pour protéger les tissus périnéaux. On peut utiliser le vibrateur parce qu'on invite la sensualité dans la naissance, puis on favorise cet espace-là. Puis ça peut transformer la sensation douloureuse en sensation très plaisante pendant l'enfantement. Mais finalement, la raison pour laquelle on propose à tous les couples, même les couples qui diraient jamais de la vie j'utiliserai un vibrateur ever là, pendant la naissance, on leur dit d'en apporter un quand même parce que quand on n'a pas... Des fois, c'est difficile d'expliquer aux gens comme t'es pas le bienvenu. Tu sais, là, en ce moment, tu me déranges par ta présence. Puis, de déposer un vibrateur sur une table, ça a comme effet hyper simple qu'il ne reste que le monde qui doit absolument être là qui reste, puis tous les autres sortent. Puis si c'est pas nécessaire qu'ils soient là à ce moment-là, tout le monde s'en va. Fait que juste comme stratégie communicationnelle, c'est super utile d'avoir un vibrateur. Puis là, je veux préciser, on parle ici d'un contexte vraiment plus de stimulation du clitoris parce que surtout si on a rupture des membranes, on veut pas, surtout dans un milieu hospitalier, on veut pas inviter des choses à rentrer dans notre vagin après la rupture des membranes. Ça fait d'ailleurs partie des risques des touchés vaginaux pendant le travail, que c'est une des considérations que certaines femmes qui disent « Moi, je veux pas de toucher vaginal parce que le compte à rebours commence quand on invite, surtout en milieu hospitalier, tout pathogène. Quand on insère nos doigts, il y a toujours un risque, en fait, même si on est supposé avoir les mains et les gants propres, mais je veux dire, tu te mobilises dans l'environnement, il y a toujours un risque de faire entrer Faudrait pas. Ouais, exact. Exactement. Fait que précision, vibrateur, mais qui s'adresse principalement au clitoris, à moins d'avoir des membranes bien solides. Là, dans ce cas-là, ça peut être différent, il n'y a pas de souci, mais... Mais ça, vraiment, c'est comme... Je pense que comme d'avoir justement un vibrateur, un vibromasseur, là, tu sais, d'utiliser... d'avoir ça dans notre valise d'hôpital... Comme pour moi, c'est comme ça fait partie d'une liste de petits trucs, de petites stratégies qui peuvent vraiment nous aider à inspirer le contexte à ce que ça soit plus favorable pour
une intimité, un contexte qui supporte, optimise la physiologie. Quand bien même que comme tu l'as nommé, il y en a qui sont comme « Ah, j'utiliserai jamais ça », mais apporte-le au cas où. Puis pendant la fin de la grossesse, hein, Malika, de se détendre, puis les orgasmes, puis tout ça, c'est toutes des choses qui ont un impact positif aussi sur l'ocytocine, le bien-être corporel, la détente, le plaisir. Donc, d'utiliser ça comme outil de détente, il y a comme toutes sortes d'usages. Je pense que c'est vraiment un bel outil, bel outil à se procurer Moi, puis à avoir. je connais personne qui fait une contre-indication d'orgasme, la règle générale, là. Mais c'est quand même tabou, on va se le Ben dire. oui, c'est Pour tabou ça, au je suis max. contente qu'on en parle. Mhm. Parce que toutes les choses qui peuvent aider les femmes, qui peuvent soutenir les femmes, pour moi, c'est comme j'ai envie d'en parler. Puis il y a des choses là-dedans qui sont tabous. Donc, le fait d'en parler, puis de le mettre à l'avant-plan, puis de partager tout ça, Mhm. je pense que ça peut grandement être au service des couples, des femmes, d'en parler ouvertement, puis de faire comme « Hey, ça existe, ça peut nous aider. Let's go, là! » Mais Comme ça utilisons. revient à ce qu'on disait au tout début. Si tu sais pas que ça existe, t'as pas de Hum, choix. Si t'as hum. jamais entendu parler de naissance orgasmique, mais comment veux-tu bien te préparer à une naissance orgasmique? Faut d'abord que tu saches que ça existe. Après ça, tu vas t'inspirer d'histoires, de récits de femmes qui ont vécu cette expérience-là. Tu vas faire des découvertes, tu vas tester, tu vas t'approprier ce monde-là. Mais si on n'en parle pas, ben, les gens, On ils sait savent pas. Si on parle exactement. pas du fait que les papules d'eau stérile, c'est une des techniques, c'est une des méthodes non pharmacologiques pour gérer la douleur les plus puissantes, qui demandent le moins de temps puis qui donnent le plus d'impact sur la diminution des sensations douloureuses. Si on parle pas de ça, puis il y a personne qui va en parler, puis il y a personne qui va pouvoir prendre ce choix-là comme alternative. Fait que le seul moyen, c'est qu'on en parle, qu'on le découvre, c'est de s'informer, comme tu dis. Exactement la branche du chemin que tu as pris quand tu t'es ramassé dans une autre ville complètement. Puis là, tu as fait comme « Hey, attends un peu, je pense que c'est moi qui est supposée être l'experte de ma naissance. Puis cette responsabilité-là, elle me revient. Je ne vais pas me faire prendre en charge. Je vais Ouais, me prendre en ouais, charge. Puis je vais utiliser le système comme étant un soutien pour pouvoir m'appuyer dans cet événement-là qui, fondamentalement, m'appartient en tant que femme. » ouais. Tu sais, c'est Merci. drôle parce que, comme tu dis, c'est un événement super intense. C'est comme si on disait, tu sais, ah, tu vas faire un marathon. Ah, super. Bon, mais d'abord, repose-toi sur le canapé pendant 9 mois, hein, sur le divan. Ça va être une bonne première intervention. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est encore beaucoup connu, là. Une Tu sais, grossesse de salon, ouais, exactement. Exactement. Ça soulève faut pas rien, s'entraîner, puis hein, hey, non, ça non, peut être dangereux. Non, non, faut exactement. adapter ce qu'on fait, mais le Oui, mouvement, c'est un levier puissant oui. de santé pour la mère et le bébé. Tout à fait. Mais c'est pas juste ça, c'est comme si on dit ah puis inquiète-toi pas tu sais que dans les marathons, il y a les speed bunny là, tu sais les gens qui déterminent le rythme. Oui, Ouais, ouais, c'est comme si on disait ah inquiète-toi pas, tu sais, il y a du monde qui vont être là pour déterminer ton rythme, t'as juste à les suivre, tu sais, t'es comme ouais mais non, mais écoute, c'est pas ça un marathon là, un marathon ça t'appartient là, c'est toi puis c'est tes c'est deux ça, jambes, c'est tes toi deux qui pieds sais. puis prépare-toi à te rendre Ouais, jusqu'au bout là parce que ouais, tu sais, c'est de même que ça va y aller là. exact. Ouais. Donc, je pense que comme collectivement, tout le monde de s'éveiller à tout ce qui peut aider à optimiser le contexte, soutenir les hormones, revenir vraiment dans le pôle de la physiologie, c'est un service qu'on se fait à soi-même Oui. Et à notre en bébé. tant que couple. Puis plus on est informé, plus on peut demander des soins, plus on peut prendre aussi, on peut faire évoluer les autres personnes autour de Mhm. nous en co-créant un meilleur environnement pour tout le monde après nous. Moi, le nombre de questions que je posais à mes sages-femmes puis à mes médecins, c'est comme, oh boy, eux autres aussi, là, ils ont évolué à travers les questions que je leur ai amenées sur la table. Puis c'est comme, ah, OK, on évolue tous ensemble, on est tous des humains, on a tous des perspectives différentes. Mhm. Puis je crois que comme en se responsabilisant, en prenant notre pouvoir, en allant s'informer, justement, en suivant des formations, puis en étant bien accompagné, comme
on change le monde une naissance à la fois. Puis je suis vraiment, vraiment contente, Malika, que tu sois venue sur le podcast pour jaser avec moi. Il y a tellement, c'est tellement grand, les sujets, les thèmes entourant l'optimisation, le soutien du contexte d'accouchement. Puis ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager. Donc, merci à toi d'avoir partagé tout ce que tu sais, beaucoup de ce que tu sais, en fait, parce que tout ce que tu sais, on peut aller le chercher dans tes livres, dans tes formations, tu donnes des conférences aussi. Vraiment, je vous encourage à aller suivre sur les médias sociaux, c'est Méthode Bonapace. Tu as un site web aussi, c'est bonapace.com. C'est bien ça, hein? Parfait. Puis vraiment, merci, t'es extraordinaire. Merci de changer le monde. Et j'espère avoir le bonheur de te revoir aussi sur le podcast à un autre moment pour ces discussions qui font avancer les choses. Puis en tout cas, merci pour tout, ma belle. Anne-Josie, ça a été un plaisir pour moi de partager ce temps-là avec toi et avec tes auditeurs et auditrices. Puis certainement que ça me ferait plaisir de revenir, puis on pourrait même demander qu'est-ce que les gens ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, puis on pourrait s'adapter directement, puis J'adore. faire un à la demande. Oui, je ferai une petite foire aux questions Ben et on oui, pourra... Ouais, j'adore ça, ben oui, j'adore ça. absolument, ça va me faire plaisir de revenir Écrivez-nous ici. en commentaire, là, si vous avez des questions, des sujets, toutes sortes de trucs, écrivez-nous ça en commentaire. Puis si on vous a challengé, s'il y a eu des choses qui vous ont peut-être choqué aujourd'hui ou qui ont été comme qui vous ont amené des réflexions comme n'hésitez pas à venir nous en parler. Tu sais, nous, on a vraiment à cœur de vous accompagner, de vous aider. Puis des fois, il y a des nouvelles perspectives qu'on connaissait pas, puis ça peut nous challenger par rapport à notre vécu, par rapport à nos croyances. Donc, n'hésitez pas, Malika et moi, on a vraiment à cœur de faire avancer le collectif, de s'élever là-dedans, puis tu sais, avec toute la bienveillance en sachant que tout le monde est unique aussi. Vraiment. N'hésitez Puis pas à nous faire signe. autant les parents que les professionnels qui œuvrent dans le milieu de la périnatalité, tu sais, je pense qu'une des chances que j'ai, c'est d'avoir cette exposition à des professionnels qui viennent de toute la francophonie mondiale. Ça me permet de développer des regards plus nuancés. C'est ce processus-là de rétroaction qui est hyper riche. Et je pense que, en effet, j'aime beaucoup cette posture-là, puis je suis complètement, entièrement d'accord sur, tu sais, s'il y a des éléments qui ont heurté, qui ont fait mal, mais tu sais, on fait pas semblant qu'on navigue pas dans des sujets qui sont difficiles, qui sont délicats. La maternité, c'est empreint de beaucoup de honte, beaucoup de pression. Puis je pense qu'on a, toi et moi, en commun l'objectif de rendre le monde des naissances meilleures, puis de reconnaître qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui sont pas adéquates. Puis de chercher doucement dans la bienveillance, puis pas par la guerre, à ce que ces éléments-là puissent se modifier pour le bien-être de tous. Autant pour les bébés, les mamans, les couples, les papas, les familles, mais aussi les professionnels qui œuvrent dans un milieu difficile où ils vivent beaucoup de pression. Je pense qu'on a à cœur, toutes les deux, ce souhait-là, vraiment d'optimiser le bien-être pour tous. Pour tous, Mhm. collectivement. Ah ouais. Merci. Merci pour tout, ma belle. On se dit à très bientôt. À bientôt! Bye bye!